Hey, salut, bon matin, j'espère que ça va bien. Donc, je vois déjà dans ma liste de spectateurs qu'on a Shani qui est arrivé, mais qui n'a pas mis sa commande, bien entendu, pas encore. Ça va arriver éventuellement. Mais bon, c'est ça, exactement. Sauf que, comme tu le sais, bien entendu, elle n'a pas de son quand... elle n'a pas de son quand je fais des podcasts, justement. Et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle journée. Donc, du coup... Ben, écoute, ce sera pas bien compliqué aujourd'hui, vous le savez, vous connaissez la tradition, le premier lundi du mois, c'est mon live sur mes lectures du mois. J'ai changé un peu ma disposition de caméra et tout, j'étais tanné d'être un petit peu reculé du côté gauche, puis d'organiser ça, j'ai mis le chat, attends un peu, de ce côté-là, j'ai mis, non, attends, ok, c'est bon. Ok, en tout cas, vous le voyez, il est ici, puis de là, de ce côté-là, ben, il va avoir le reste. Donc, comme ça, je suis plus proche de mon bureau, pas besoin de m'éloigner, de changer l'emplacement de mon micro, etc. Bref, nouveau petit setup très simple et bien sûr toujours très efficace. I'm a Brawler, bonsoir à toi, j'espère que ça va bien. En passant, je te le dis, tu vas être content de ce qui va s'en venir pour le mois prochain. Ça, je dis rien. Moi, j'ai déjà commencé à faire mes choix, bien entendu. Il y en a même un livre du mois prochain que j'ai comme déjà presque terminé, donc ça avance bien lentement mais sûrement. Bon. Ok, je vais commencer sans... Oui, tu vas être content, tu vas voir. Reste jusqu'à la fin, parce que sinon, ce serait dommage de te gâcher tout de suite la surprise. Donc, du coup, alors, le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est probablement celui sur lequel je vais en avoir le plus à dire. Il s'agit, en fait, de Jean Chrétien, Passion politique, ici, qui est vraiment structuré. En tout cas, vous savez, ceux qui ont vu le mois passé, j'ai lu le livre de Brian Mulroney, qui était en fait un travail de journaliste. Ce travail de journaliste-là, en fait, faisait état de l'ascension de Brian Mulroney à la tête du Parti conservateur du Canada, son mandat de premier ministre canadien, son deuxième, et jusqu'à sa retraite. Et bien sûr, une partie de son enfance, de ses études universitaires, bref, tranquillement pas vite, comment il s'est immiscé dans le monde politique. Donc, ça c'est un travail qu'on pourrait qualifier d'objectif, au sens qu'au niveau d'un reportage, comme ça a été présenté par la suite, ben, c'était un travail très dans les règles de l'art. Donc, il n'y avait pas vraiment de problématique par rapport à ça. Donc, 4 heures de reportage au total et le reste est allé dans le livre que j'ai lu, puis on en a discuté ensemble. Celui-là ici, il est structuré de façon très différente. Il se trouve que Jean Chrétien, c'est lui l'auteur. Donc, ce n'est pas un journaliste qui a écrit ce livre-là, c'est vraiment lui-même qui l'a écrit. Et pour le faire, eh bien, il a consulté donc des gens avec qui il était, des gens dont il s'était entouré à l'époque, pour essayer de rassembler le plus possible d'informations pour que ce soit le plus cohérent possible et le plus véridique possible, bien entendu. Mais c'est lui qui parle tout le long, qui partage sa passion politique et bien entendu, on ressent la personnalité de Jean Chrétien à travers le livre. À l'instar du livre de Brian Mulroney, mais en fait au contraire, par rapport au livre de Brian Mulroney, pas à l'instar, ben, on sent vraiment que c'est un travail de journaliste, c'est professionnel, c'est tout bien écrit. Ici, c'est très bien écrit, très bien professionnel aussi, sauf que le livre en lui-même est écrit par Jean Chrétien, et bien entendu, ça se sent. Ça se sent dans les convictions politiques du monsieur, notamment. Je vais vous en parler un tout petit peu, là. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture, comme je fais d'habitude. Dans Passion politique, Jean Chrétien raconte de façon vivante les 10 ans qu'il a passé comme premier ministre du Canada. On retrouve dans ce livre le Jean Chrétien que tout le monde connaît, le politicien pragmatique, le Canadien farouchement attaché à l'unité de son pays. On découvre également un aspect de l'homme moins connu, le médiateur des grandes rencontres internationales, mais toujours, il étonne par l'acuité de son instinct politique et charme par le ton intimable de son récit. Donc, et on a des citations de Bill Clinton et de Tony Blair, qui sont les suivantes. Je ne connaisse personne qui en sache plus long que Chrétien sur l'art de gouverner. Nous nous entendions à merveille. Il a exercé une influence extraordinaire, non seulement parce qu'on l'aime bien, mais parce que c'est un homme authentiquement bon. Je doute que les Canadiens se rendent compte de toute l'admiration que le Canada suscite à cause de cela. C'est signé Bill Clinton. Et Tony Blair. Bill Clinton étant ancien président américain, bien entendu. Tony Blair, peut-être c'est un nom que vous connaissez moins, c'était le premier ministre de la Grande-Bretagne, donc du Royaume-Uni à l'époque. Donc, Chrétien est un homme d'une grande sagacité et il a utilisé son expérience à bon escient. Quand il intervient dans une rencontre, il va toujours droit au but et il lui arrive de dire des choses que tout le monde pense, mais que personne n'a le courage d'exprimer. Et c'est donc signé Tony Blair, bien entendu. Donc, le livre est quand même bien structuré. Je veux dire, c'est un bon livre, mais la partie qui est vraiment intéressante, en fait, c'est ça ici. Il y a des photos dedans. Donc, tous les événements importants qui ont été photographiés, on peut les voir aussi. Ça, c'est vraiment cool, c'est intéressant. Donc, d'aller chercher ces photographies-là en couleur, en plus, bien entendu. C'est toujours bien pratique. Donc,
moi, ce que j'en ai lu, ce que j'en ai déduit, donc, le roman me plaît beaucoup parce qu'il permet de voir la pensée de Jean Chrétien et de mieux comprendre l'être humain derrière le politicien. J'apprécie surtout les premiers chapitres, mais dès que le sujet parle des souverainistes ou des conservateurs, Chrétien commence à manquer de bonne foi et à devenir méchant, voire même mesquin, par moments. Dans les premiers chapitres, Chrétien parle beaucoup de son style de gestion, explique pourquoi il a pris ses décisions. Le livre étant écrit par Chrétien, il ne s'agit pas d'un rapport objectif des événements autant que du portrait d'un homme. J'ai jamais été libéral, mais j'ai toujours apprécié Jean Chrétien et je comprends mieux pourquoi en lisant le livre, à l'inverse de Brian Mulroney, qui brillait par sa loyauté et son authenticité, Chrétien est quelqu'un de très pragmatique, qui n'est pas du tout dogmatique, sauf quand il est question des séparatistes et des armes à feu, où il fait limite de la fausse causalité. Genre vraiment, là, quand il parle des armes à feu un peu plus tard dans le livre, il fait de la mauvaise argumentation. Ce qui nous amène bien entendu à nous interroger à savoir si ces argumentaires sont basés sur des faits ou c'est des opinions politiques à chaque fois qu'il parle puis qu'il dit quelque chose. Selon moi, c'est peut-être un peu problématique d'intégrer des arguments de mauvaise foi dans un livre parce que ça t'amène à t'interroger sur la véracité de tous les autres. Mais bon. Outre cela, je dirais que globalement, j'ai beaucoup aimé le livre. D'ailleurs, c'est ce que j'en dis à la fin. On comprend mieux Jean Chrétien, au même titre qu'on comprenait mieux Mulroney dans l'autre. Et ça raconte pas tant une histoire factuelle et chronologique. Ça, c'est important, le livre n'est pas forcément en ordre chronologique. Il va parler beaucoup par enjeu, si je peux le dire ainsi. Ah, j'adore, j'ai changé d'app en lançant le live et en revenant, la pub a joué par-dessus ta voix. Ah, désolé, mais bon, maintenant tu es là, donc voilà. Maintenant tu es là. Donc, l'être humain qui est chrétien me parle beaucoup. Là où j'appréciais beaucoup l'authenticité et la loyauté de Brian Mulroney, j'aime beaucoup le côté pragmatique et très 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 terre à terre de Jean Chrétien. Donc, c'est vraiment deux qualités que j'accepte. C'est pour ça que c'est les deux personnages politiques canadiens que j'apprécie le plus à l'heure actuelle dans l'histoire. Même si j'aime avoir une sympathie pour Brian Mulroney, de plus par conviction politique, bien entendu. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le livre demeure instructif quand même. Les prises de position sont jamais trop tranchées, même si elles sont parfois accompagnées de mauvaise foi, elles ne sont jamais hyper tranchées comme on peut le lire dans le roman de quelqu'un qui est un peu plus radical, si on peut le dire ainsi. Et on sent une dernière chose aussi, puis ça c'est intéressant, on sent que Jean Chrétien a beaucoup d'amertume envers Paul Martin, celui qui lui a succédé. Bien qu'il l'ait nommé ministre des Finances pendant son parcours politique, Jean Chrétien s'est jamais bien entendu avec Paul Martin. Ils ont été des compétiteurs pendant les courses à la chefferie, autant avec Paul Martin père que Paul Martin fils, qui lui plus tard est devenu premier ministre du Canada. Mais il se trouve qu'à la fin, Paul Martin voulait tellement trop préparer sa succession qu'il a fait des gaffes et ça l'a fait en sorte que sa relation avec Chrétien a été très envenimée. Donc c'est malheureux, mais ça c'est... Oui? Hein? Non, on prend là. C'est bon. Donc, je vais y aller dans le résumé un petit peu. Bon, comme je disais, Chrétien commence vraiment le livre en parlant de son entrée au Parlement comme premier ministre et de la façon dont il s'est entouré. Fait qu'on parle vraiment pas, en fait, de ses moments en tant que ministre, parce qu'il a été ministre sous Pierre-Éliott Trudeau et John Turner. Bref, il a passé beaucoup de temps en politique, il est parti, puis il est revenu pour devenir chef du Parti libéral. Donc, on parlera pas de l'époque avant qu'il soit premier ministre, mais vraiment seulement de son ascension comme chef du Parti libéral et comme premier ministre du Canada. Donc, il va parler de ses mandats, puis comment il a agi. Puis ce qui est très particulier, c'est qu'il ne s'est pas comporté dans le premier mandat de la même manière que dans les autres, et ça, même s'il y a eu des gouvernements majoritaires dans tous les cas. Bon. En gros, contrairement à Mulroney, le premier ministre a souhaité garder vraiment une distance professionnelle. Mulroney a fait une erreur au début quand il s'est entouré de gens, quand il a été élu premier ministre, ça a été de trop donner de postes à ses amis. Parce que c'est normal en politique de récompenser les gens qui nous ont aidés à nous faire élire, sauf qu'il a fait des mauvais choix. T'sais, il a attribué des postes à des gens à qui ça n'avait pas d'affaires, puis etc. Chrétien, lui, il a dit « je m'en bats les steaks, ce qui compte c'est professionnalisme ». Donc, il s'en est vraiment foutu. Puis il a même gardé des gens qui étaient ses adversaires politiques parce que c'était des professionnels. Donc, ça c'est une chose bien importante à rappeler. D'ailleurs, il y a eu un de ses politiciens, un de ses conseillers, Mitchell Sharp, qui était payé 1 pièce par année comme dollar symbolique. Oui, c'est intéressant. Puis là, vous allez me dire, ben là, c'est de l'exploitation. Il l'a payé 1 pièce par année pour travailler gratuitement. Mais en fait, c'est parce que à la base, Mitchell Sharp, il voulait vraiment pas avoir un gros salaire parce que il voulait d'un pas revenir en politique. Puis même s'il revenait, il voulait même pas lui-même avoir de gros salaires pour une raison toute simple. C'est que, attention, il voulait pas que les gens pensent que Chrétien était corrompu. Fait qu'il voulait même pas se faire verser de salaire et tout le kit. Il a dit non, je vais te payer 1 pièce par année, comme ça on est dans les règles de l'art, puis voilà, ça finit là. Puis Chrétien, au bout de 5 ans, il a juste donné un 5 pièces ben rond pour lui dire tiens ton salaire. Fait que c'est à peu près ça. Mais bon,
Et que finalement, le monsieur a eu une brillante carrière, il a pris sa retraite. Bon, au départ, il voulait même pas se faire payer, même le dollar symbolique. Finalement, il a fini par l'accepter quand même. Donc, pour pas que les gens l'accusent de ce qui a été lui-même un emploi. C'était ça, sa principale crainte. Donc, pour la composition ministérielle, donc, il va aussi faire des changements. Mulroney avait eu 40 ministres dès son premier mandat, ce qui est énorme. Chrétien, lui, il a fait 23, incluant lui-même. Fait que c'est 22 ministres, avec beaucoup de compression budgétaire. Parce que 40 ministres, c'est vraiment beaucoup. 23, c'est pas beaucoup. Au fédéral, la moyenne, d'habitude, c'est environ une trentaine de ministres. Donc, à l'heure actuelle, le 40 ministres a seulement été battu par Justin Trudeau, si je me souviens bien. Donc, il y a eu 23 ministres et 8 secrétaires parlementaires. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Au total, tout, c'est 31, entre guillemets, parlementaires des plus importants et des plus haut nommés, si on peut le dire ainsi. Donc, et aussi, ce qu'il voulait, c'était éviter d'avoir trop de comités. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a séparé les choses en deux comités. Les questions économiques d'un côté, les questions de l'autre. Chaque comité avait la responsabilité de traiter les questions qui étaient reliées à leur domaine. Puis si ça marchait pas, il renvoyait au bureau du premier ministre, puis lui, il y allait. Au lieu de gérer partout, puis d'être partout à la fois, lui, il était dans son bureau. Il était un petit peu l'espèce de chef d'orchestre qui donnait des guides à ces deux comités les plus importants, puis eux autres faisaient le reste du travail avec les ministres. Puis, à chaque fois qu'il y avait des rencontres, au lieu de dire d'avoir des rencontres interminables, ce qu'il a dit, c'est moi, mes rencontres, ça va durer 1h30. Voici les points, tac, 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 tac. Mais le temps qu'il sauvait, il le prenait pour rencontrer chacun de ses députés individuellement pour recueillir leurs frustrations, leurs problèmes. Puis s'il y avait un problème avec un autre élu ou un autre ministre qui refusait des budgets pour x, y raison ou etc., ben là, après ça, pendant la rencontre, Chrétien prenait la décision, il disait « Ok, là, lui, là, il t'a demandé telle affaire, là, t'arrêtes de branler dans le manche, tu lui donnes son argent, ou... » Tu sais, ok, j'ai étudié l'affaire, puis finalement, non, effectivement, c'est correct qu'il donne pas d'argent, ça va aller à tel moment, etc. Fait que le style de gestion de Chrétien était très, très carré, très décentralisé, étonnamment. Donc, ce qui est très étonnant chez les libéraux. Donc, ça va à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir au Parti libéral du Canada. Ensuite, autre point qui est quand même aussi très, très, très important par rapport à Jean Chrétien. Mais là, je m'étais nommé aussi ici. Donc, je vous lis textuellement ce que j'avais écrit. Il en profite pour expliquer son raisonnement et sa manière de penser quand il a nommé ses ministres. Il soutient que la plupart des députés, malgré leurs ambitions personnelles, acceptent le premier siège qu'on leur donne au cabinet et en sont juste reconnaissants. Chrétien s'est fait une feuille de papier en notant les noms des candidats intéressants dans chaque province, en expliquant que sa plus grande difficulté a été l'Ontario, qui avait élu énormément de libéraux. Le Québec et l'Alberta ayant été faciles à départager avec le peu d'élus qu'ils ont eu. Il dit aussi qu'il fait passer un questionnaire à ses députés puis que les seuls qui échouent sont ceux en conflit d'intérêts, puis qu'à la fin, il prend ses décisions en faisant la balance entre les régions, les compétences, l'expérience et la nouveauté, mais aussi entre les origines ethniques. Par exemple, il voulait des représentants des communautés chinoises et italiennes au cabinet. Une fois cela fait, il s'est fait une équipe A puis une équipe B et précise que ceux qui allaient être assermentés, ben, c'était d'excellent. Il y avait aussi des candidats derrière eux qui attendaient leur poste. Donc ça veut dire, ok, c'est toi qui es dans l'équipe A, c'est toi qui es nommé parce que t'as telle qualité, sauf que, salut Andréane, ça va bien? Donc t'as telle qualité, intéressant, super, t'es dans l'équipe A, sauf que si tu fais le con, il y a quelqu'un dans l'équipe B qui est prêt à reprendre ton poste direct. Donc ça oblige ces ministres à travailler, certes, avec un stress en arrière d'eux, mais surtout à bien travailler, puis à garder une volonté de bien faire le travail, puis de ne jamais penser qu'ils sont irremplaçables. Puis ça, c'est extrêmement important. Donc, il y avait beaucoup de candidats. Puis effectivement, le partage régional après le premier mandat de Chrétien était très difficile parce que les libéraux avaient très peu d'élus en Alberta et très peu au Québec. Parce que l'Alberta avait élu l'Alliance canadienne, si je tiens à le rappeler. Donc, le Parti réformiste de Stockwell Day, puis Princeton Manning, puis plus tard Stephen Harper. Mais au Québec, il y avait eu la première élection du Bloc québécois aussi qui avait raflé assez de sièges pour devenir l'opposition officielle. Donc, ce qui est assez particulier. Donc, très peu d'élus libéraux. Fait que c'est vraiment beaucoup l'Ontario et les Maritimes qui ont fait élire Chrétien. Et bien sûr, la Colombie-Britannique, on ne l'oublie pas, bien entendu. D'ailleurs, anecdote intéressante, Paul Martin, avec qui il va avoir des conflits plus tard, avait refusé d'abord le poste de ministre des Finances parce qu'il était intéressé par le commerce ou par l'environnement. Mais Chrétien lui a dit de changer d'idée parce que c'était lui le plus compétent pour exercer ce poste, puis que de toute façon, avec les compressions à venir, il prendrait le blanc médiatique. Donc, ce qui va arriver, c'est que, dans le fond, ce qu'il dit, Chrétien a dit Turner, il était aux finances, ça leur a bien servi. Chrétien lui a même dit que s'il souhaitait devenir chef du Parti libéral, il fallait qu'il fasse le ménage, parce que si le Parti libéral était détruit, ben, il n'y aurait plus rien à y diriger, même s'il est élu, parce que le PLC ne serait pas élu lui-même au gouvernement. Puis,
le raisonnement que Chrétien a, c'est très simple en fait. Le fait que Turner était aux finances au départ, c'est ce qui l'a amené à devenir chef. Après ça, Turner a fait une très mauvaise campagne, mais c'est ce qui l'a amené à se faire élire chef. Ça lui a donné une crédibilité en bon gestionnaire, etc. Donc, ça a permis justement à Chrétien de convaincre Paul Martin de dire « Tu veux me succéder? Fine, va au ministère des Finances, ça va être ta meilleure chance de te faire un nom puis de te faire connaître. » Ce qui a été fait. Donc, ensuite, une chose aussi que Chrétien a dit qu'il voulait pas faire puis qu'il n'a pas eu le choix. Je vous avais dit dans mon dernier lecture du mois que Mulroney avait payé de ses poches les rénovations à faire au 24 Sussex. Pourquoi? Parce que personne n'osait faire les rénovations de peur de se faire accuser par les médias d'avoir favorisé de l'argent pour le domicile du premier ministre. Chrétien, en arrivant là, il a comme fait, bon, le toit a été arraché pendant la crise du verglas, donc hop, allez, on va faire des rénovations. Donc, il voulait pas justement dépenser d'argent public là-dessus, sauf que quand la crise du verglas a arraché le toit, ben là, il en a profité parce qu'il savait que les médias allaient pas y tomber dessus. Ce qui était techniquement la bonne chose à faire au niveau politique. Parce que peu importe ce qu'il aurait fait, les médias lui seraient tombés dessus. Mais là, il y avait l'excuse comme « Hey, tabarnak, j'ai plus de toit, je vais le réparer. » Ce qui est tout à fait légitime ici. Donc, ça c'est un peu pour le style de gestion. Salut Rémi, les commandes ne sont pas allumées parce que je suis en podcast et je parle de mes lectures. Donc, finalement, il va faire abolir aussi le poste de chef de cabinet à ses ministres pour économiser de l'argent, puis les obliger à bien s'entendre eux autres mêmes avec leur propre ministère, et surtout avec leurs sous-ministres, parce que les deux ont des responsabilités qui sont distinctes. Donc, il faut savoir que, en général, c'est le chef de cabinet qui fait le lien entre le ministre, puis le sous-ministre, puis les fonctionnaires. Chrétien, il a comme fait, non, vous autres, vous n'aurez pas de chef de cabinet, vous allez vous arranger tout seul avec vos ministres, puis avec vos ministères, puis vos sous-ministres, là, vous allez apprendre à collaborer comme du monde. Et tu sauves un canal de communication. Voilà. Aussi simple que ça. Il avait promis aussi de créer un conseiller indépendant à l'éthique. Il va le faire seulement en 2002. Il le fera pas pendant le premier mandat pour une raison très simple, c'est que Brian Mulroney a laissé un gros déficit au Parti libéral après son élection. Parce que Mulroney, puis ça Chrétien lui reproche, il était trop occupé à vouloir se concentrer sur le Québec, à se promener dans les médias. Bref, il considère que Mulroney n'a pas été un bon premier ministre puis qu'il a laissé un désastre derrière lui parce que les finances étaient encore en désordre. Il y avait la TPS qui avait été rajoutée. Puis finalement, qu'il n'abolira pas. Puis il va l'admettre d'entrée de jeu qu'il voulait même pas l'abolir à la base. Il dit même, je n'ai jamais fait de campagne pour abolir la TPS. Ce que j'ai promis, c'est que si on trouvait un remplaçant adéquat à la TPS, qu'on allait l'abolir. Ce qui était une petite nuance. Mais les médias l'ont repris différemment. Mais c'est là que quand quand Chrétien a dit qu'il abolirait pas la TPS, il y a des gens qui lui sont tombés dessus, mais lui il a rappelé, j'ai jamais promis que j'allais abolir la TPS. Ce que j'ai dit, c'est que si on trouvait un meilleur système, on allait l'abolir. Mais il a réalisé que la TPS était réellement le meilleur système. Donc, mais à la base, bon, il n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Puis même quand il s'est présenté à la chefferie du Parti libéral, il s'est pas trop avancé sur le sujet, alors que les autres candidats s'étaient jetés à fond sur l'abolition de la TPS. Mais lui, il avait été plus prudent en se disant pas assez d'informations pour pouvoir prendre une position claire sur le sujet. Puis oui, ça va bien, Rémi. Donc, Chrétien, pendant 2-3 ans, son premier mandat, il va faire énormément de compression budgétaire. Vraiment, là, il va gérer plus que des conservateurs. Genre, sincèrement plus que des conservateurs. Il va couper à beaucoup d'endroits. Ça va faire chier tout le monde. Mais l'affaire, c'est que ça va bien passer. Pareil, la raison est très simple. C'est que chez les conservateurs, c'est normal de faire des coupures budgétaires. On s'y attend, c'est normal. Puis on se dit que c'est idéologique de le faire. Puis là, que tu sois d'accord ou non, ben là, tu peux en débattre. Quand c'est les libéraux qui font de l'austérité au fédéral, puis qui coupent, c'est pas normal. Parce que c'est pas dans leur conviction habituelle. Le fait qu'ils le fassent, les gens se sont dit, ok, si c'est eux autres qui font ça, c'est vraiment nécessaire. Donc, ça a très bien passé. Tout le monde s'est serré la ceinture, Chrétien y compris, les ministres y compris, les politiciens y compris, et finalement, au bout de 3 ans, retour à l'équilibre budgétaire, puis tous les autres mandats de Chrétien, ça a été du surplus budgétaire. Jusqu'à la crise économique de 2008, où là, Harper, il a fait un énorme déficit, puis qui a ramené à l'équilibre budgétaire juste avant de partir à la retraite, puis d'être battu par Justin Trudeau, qui lui nous a ramené en énorme déficit pour des raisons qu'on connaît évidemment. Donc, finalement, petit détail aussi intéressant, Chrétien est allé à son assermentation en Chevrolet et non pas en Cadillac. Parce que Mulroney avait fait acheter une Cadillac comme voiture du premier ministre, voiture de fonction, mais il voulait aller en Chevrolet à l'assermentation. Puis là, ses gardes de sécurité, ils ont dit non, t'es-tu malade, tu vas te faire avoir, il pourra arriver telle affaire.
Fait que finalement, il a accepté d'aller dans une Buick blindée quand même, mais il voulait pas, donc, avoir l'air trop extravagant. Parce que les journalistes, en fait, trouvaient que Mulroney était trop extravagant, puis quand il a jamais aussi voulu se promener en autobus de campagne. Vraiment pas, il aimait pas ça, se promener en Airbus. Donc, pourquoi? Parce qu'il voulait juste pas avoir l'air extravagant. Excusez, pardon. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que là, les journalistes lui ont demandé, est-ce que vous pourriez reprendre le bus? Parce que, tu sais, nous autres, on aimerait ça vous suivre, mais on a comme pas trop d'espace dans un char, vous comprendrez bien pourquoi et tout. Fait que là, Chrétien, il a répondu aux médias, si je le faisais, vous seriez les premiers à me le reprocher. Donc, si vous voulez que je réutilise justement l'autobus de campagne puis l'autobus de fonction, ben faites signer une pétition. Sauf que là, les journalistes auraient eu l'air caf et Chrétien les a piégés solides. Fait que finalement, ils l'ont jamais réécœuré avec ça, puisqu'il est tout à fait normal. Ensuite, là, le gros point qui était bien important, c'est que Chrétien a demandé aussi à Marcel Massé de faire une étude complète de tous les programmes sociaux fédéraux pour en évaluer la pertinence, avec 6 questions à répondre, très simples. Et il a demandé à ce que ce soit les ministres les plus dépensiers qui y participent. Pourquoi? Parce que les ministres, qui sont très économes, eux autres, ils voient de l'inutilité partout. Le fait que les ministres les plus dépensiers trouvent de l'inutilité dans quelque chose, c'est que c'est vraiment inutile. Fait que ça permet d'avoir un premier filtre en premier. Puis ensuite de ça, ben là, tac, tranquillement pas vite, tu réajustes en conséquence. Fait qu'il a préféré commencer dans ce sens-là. Parce que sinon, tout le monde aurait trouvé une façon de dire « Hey, mais mon ministère il est utile, mon programme est utile, etc. » Avec les plus dépensiers, au moins, on sait que ce qui s'en va a des raisons de s'en aller pour vrai. Donc ça, c'est bien, bien important. Donc, ensuite, autre question très épineuse, ça a été celle des pensions de retraite. Donc, Chrétien faisait des visites à Shawinigan régulièrement, puis il essayait d'apprendre ce qui se disait chez les citoyens ordinaires. Et, à un moment donné, il a parlé à Paul Martin de l'idée de réunir les pensions de retraite de l'homme et de la femme. Parce que dans le fond, il faut savoir que les pensions de retraite étaient séparées. L'homme avait sa pension, la femme avait la sienne. Sauf que, quand il a parlé de cette idée-là, ça a circulé dans les médias, sauf que, même s'il voulait imposer le tout aux familles riches, il y a eu de l'opposition. Une raison très simple à ça, c'est très, très, très basique. C'est que les femmes, à cette époque-là, il faut savoir que les plus vieilles, celles qui avaient leur pension de retraite, mettons à 65 ans, ok? En 93, 65 ans, si on fait les additions, on tombe très exactement, si je fais bien mes calculs, à une année de naissance de 1928, ok? 1928 à 65 ans, ce que je vous dirais en général, c'est que les femmes qui se mariaient à cette époque-là, ils sont nés à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ils sont nés à une époque où les hommes avaient beaucoup de contrôle sur la manière dont la famille se déroulait, avaient le contrôle sur les finances aussi de façon très traditionnelle, et les femmes avaient enfin de l'argent pour elles qu'elles pouvaient dépenser sans avoir à demander la permission de leur mari. Fait que quand l'annonce a été faite, finalement, ils ont renoncé à le faire en écoutant cet argument-là. Ce qui est un argument extrêmement pertinent à l'époque. Évidemment, maintenant, on est 30 ans plus tard, donc les choses ont quand même beaucoup changé depuis. Mais reste quand même qu'à cette époque-là, c'était un enjeu qui était bel et bien réel. Donc, finalement, hop, on touche pas à ça. Mais bon, voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, puis là, il tape très fort sur une idée conservatrice très connue. Voici ce qu'il dit, ok? Chrétien dit que baisser les impôts en prétextant que ça augmente les revenus du gouvernement est ridicule, car sinon tout le monde le ferait et appliquer à l'extrême, zéro impôt égalerait full recette. Impossible selon Chrétien. Son meilleur mot va être de jouer sur les taxes sur l'essence et le tabac, de jouer sur les taux d'intérêt et les gains en capital. Quant à la TPS, Chrétien nous a dit qu'il a fait un lapsus à la télévision et que le Parti libéral s'était historiquement opposé à cette mesure, mais que lui, même lors de son élection à la chefferie, avait promis de ne l'abolir que si elle pouvait être remplacée par quelque chose de mieux et de plus équitable. La promesse électorale du PLC était de la remplacer et non de l'abolir, selon ses dires. Mais le lapsus à la télévision et une intervention de télévision de Sheila Copps, une des rats du Rat Pack de Mulroney, qui a menacé de démissionner si la TPS n'était pas abolie. Ce qu'elle a fait, puis elle a été réélue ensuite. Donc, mais en gros, là, Sheila Copps, j'en ai parlé d'elle dans mon livre sur Mulroney. Sheila Copps, là, c'était vraiment là, celle que Mulroney détestait au plus haut point. Là. C'était vraiment, tu sais, la rat, là, une tabarnak, on peut le dire de même, là, qui allait dans les médias puis qui avait une grande gueule, là. Puis là, elle était rendue au gouvernement, puis elle a menacé de démissionner, elle a fini par le faire. Puis elle s'est fait réélire quand même, respect à elle, conviction et tout le kit, là. Mais bon, cette histoire-là, ça a été mis au clair. Puis effectivement, Chrétien a raison.
baisser les impôts, ça a un avantage au niveau économique, certes, mais c'est pas vrai que ça augmente les revenus du gouvernement. Et il y a une nuance à avoir entre l'état des finances publiques et l'état de l'économie. L'état de l'économie, c'est si l'argent circule bien dans le pays, si les gens dépensent de l'argent, s'il y en a qui l'investissent. C'est ça une économie qui est florissante. Une économie florissante, c'est des gens qui travaillent, qui ne sont pas au chômage. L'état des finances, le gouvernement ne peut avoir 0 cent dans son compte, mais l'économie peut se porter très bien. Pourquoi? Parce que les gens travaillent, parce que les gens ont des salaires décents. Bref, les coffres du gouvernement et l'économie, c'est deux débats différents. Donc, de dire que si tu baisses les impôts, ça augmente les revenus du gouvernement, c'est pas vrai. C'est un fait. Sinon, on ne paierait aucun impôt. Donc, c'est complètement ridicule de penser ainsi. Les baisses d'impôts servent à faire un relâchement économique pour ceux qui ont besoin d'argent. Ça sert à donner un break à des gens. C'est vraiment ça. J'encourage l'économie en dépensant. Dans les faits, oui. Aussi ridicule que ça pourrait avoir l'air, oui. Quand tu dépenses de l'argent, tu encourages une économie florissante. Il faut que les gens dépensent. C'est aussi simple que ça. On est dans une société de consommation. Il faut que les gens dépensent. Donc, si tu veux relancer l'économie, baisser les impôts peut être une bonne idée. Ça, il n'y a aucun trouble. Mais si tu veux rebalancer les finances publiques, là, il faut que tu montes les taxes et les impôts. Donc, ça dépend vraiment de tes objectifs financiers puis de tes objectifs économiques. C'est deux choses complètement différentes. Mais il faut que tu saches, bien entendu, que l'un peut avoir une conséquence sur l'autre. D'où l'intérêt de trouver l'équilibre entre les deux. D'où le pourquoi on joue sur les taxes à la consommation plutôt que sur les impôts. Fait que si les gens doivent dépenser, ben qu'on le fait. L'essence, obligatoire de dépenser là-dessus. L'épicerie, la bouffe, les produits transformés, c'est obligatoire de dépenser des taxes à un certain moment. T'achètes un objet, quelque chose du matériel, t'as des taxes à payer pour le service qu'on te donne. Tu as réparé une voiture, n'importe quoi, t'as des taxes à payer. C'est juste normal. Donc, t'encourages l'économie en dépensant et en faisant circuler de l'argent, puis en plus, ben, tu renforces les revenus du gouvernement. C'est pour ça que la taxe était aussi populaire. La taxe, ça en faisait les deux à la fois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des pays dans le monde où ils ont des impôts sur le revenu très basses, mais des taxes très élevées. Parce que c'est un équilibre différent. Ici au Québec et au Canada, on a choisi d'avoir des taxes correctes dans certains points. Il y a des taxes qui sont très élevées, genre les taxes sur le tabac, l'alcool, puis tout, puis sur l'essence. Ça, c'est un fait. Mais il y a des taxes sur des taxes à certains endroits, où que là, c'est très très élevé aussi. Puis il y a aussi des taxes très basses. Tu sais, je veux dire, 15% de taxes, il y a des endroits dans le monde où c'est beaucoup plus élevé que ça. Puis on paye 2 taxes ici, hein, faut pas oublier. Officiellement, on a une taxe à 5%, puis une à 9,975. Donc, à peu près 15%. Ensuite, finalement, j'y vais avec un... Oui, c'est ça ici, ok. Selon ce que Chrétien dit, ce qui l'a aidé dans sa réussite, ça a été sa transparence par rapport aux finances publiques et le fait qu'il ait serré la ceinture de tout le monde de façon égale. Il dit aussi que ce qui a fait le succès de ses mesures aux yeux des Canadiens, c'est que c'était un libéral et qu'historiquement, les libéraux ne font pas de compression budgétaire. C'est un peu ce que je vous avais dit tantôt. Donc, ça paraît bizarre quand il y a des gens de gauche qui le font. Ensuite, un autre point très important, il fait un petit tacle à la droite qui, selon lui, prend des positions contradictoires par rapport à ça, justement, quand on parle de resserrer les finances publiques. Donc, ce qu'il dit, c'est, les gens de la droite, ils veulent couper, sabrer puis être rigoureux, mais pas avec le monde des affaires. D'un côté, il y a des baisses d'impôts, puis ils veulent que l'État dépense pas trop. Mais ils veulent jamais toucher au budget pour la défense, puis ils veulent jamais toucher aux subventions aux entreprises. Fait qu'ils taclent un petit peu la droite en parlant de ça, puis je suis obligé de dire que même en tant que conservateur, je remarque aussi ce discours-là. Les partis de droite en ce moment, c'est des partis de business. C'est plate, mais c'est des partis pro-business puis pro-milieu financier. Ils veulent jamais toucher au... Ils veulent réduire les dépenses de l'État, mais pas dans le budget militaire, pas dans les subventions aux entreprises. Selon moi, c'est problématique. Selon moi, c'est très très problématique de penser ainsi. Chrétien avait le mérite de dire qu'il fallait couper de façon égale pour tout le monde. Ce qui est selon moi une très bonne chose. Donc, sinon, ben évidemment, Chrétien dit qu'il savait adopter la ligne dure au besoin. Par exemple, il y a eu un conflit avec les pêches à un moment donné. Il y a des Espagnols qui venaient pêcher la morue, mais dans le territoire canadien, en disant que c'était des eaux internationales, parce que le problème avec ça, c'est que... En tout cas, bref, j'explique. La frontière du Canada, elle s'arrête pas à la terre, ok? La frontière du Canada, elle a des lignes particulières sur l'océan, puis franchir ces lignes-là, ça devient des eaux internationales. Sauf que les Espagnols, ils pognaient leurs affaires puis ils venaient pêcher la morue sur le bord des frontières. OK? L'affaire, c'est que les poissons, la morue, le turco, tout ça, ben ça, là, ça reste pas du côté des frontières. Genre, ça reste pas nécessairement, ça se promène un peu partout dans l'océan. Fait qu'ils se mettaient proche des frontières, ils allaient pêcher, fait qu'ils volaient le poisson des Canadiens, tout simplement, qui se promenaient entre les eaux internationales et la frontière canadienne. Donc,
Là, à un moment donné, ce que Chrétien a fait carrément, là, attention, je vous raconte l'histoire un peu. Les Espagnols venaient pêcher la morue et le turco en eau internationale, mais près des frontières canadiennes, et ça empêchait les bateaux canadiens de pêcher le poisson dans ses propres eaux. Pour ce que je viens de vous dire, qui de toute façon ne se limite pas aux frontières. Pour défendre le Canada, il adopte la ligne dure et fait arrêter un bateau espagnol appelé l'Este avec la GRC. Fait qu'il a arrêté un bateau international espagnol. Ça prenait du guts pour faire ça. Ça engendre un gros conflit avec l'Union européenne, évidemment, qui se met à broyer, mais Chrétien va avoir gain de cause parce qu'il va sortir des brises-glaces contre les navires espagnols. Il a dit, ben, ma gang de tabarnak, ça vous tente pas d'écouter, vous êtes sur le bord de mes frontières, vous nuisez à la pêche de mon pays, ben, checkez-moi ben allez. Il a sorti des brises-glaces, puis... puis il a fait revirer de bord les navires espagnols qui étaient venus pêcher en plus grand nombre. Imagine. Donc ça, c'est du Jean Chrétien tout craché. Sinon, ben, bien entendu, on peut pas parler de Jean Chrétien sans parler de la nuit des longs couteaux, parce qu'il y a une opinion sur le sujet, puis il en parle. Donc, voici ce qu'il dit. Et ça diffère de la version officielle qu'on entend dans l'histoire. Chrétien prétend que c'est l'évêque qui a abandonné le reste du Canada et qu'il n'avait jamais prévu signer quoi que ce soit concernant la Constitution. Il affirme aussi que toute l'histoire sur la nuit des longs couteaux est archi-fausse. Il faut remettre les choses en contexte, car l'évêque a sa part de responsabilité et il a joué avec le feu en n'ayant aucun mandat de sa population après son échec au référendum, et en essayant de faire valoir un droit de veto sans les autres provinces. Mais Trudeau a utilisé sa tactique pour justement avoir gain de cause sans le Québec, et a agi en hypocrite. Il a profité du fait que l'évêque avait été le seul à accepter l'idée de référendum sur le rapatriement de Trudeau, et qui avait abandonné les autres poèmes provinciaux sur ce dossier qui, eux, s'opposaient simplement au rapatriement, chacune pour diverses raisons. En gros, si on doit résumer ça ainsi, ce que Trudeau a fait, c'est que il a fait rapatrier la Constitution sans l'accord du Québec. Ici, il en est venu une entente avec les autres provinces, ça a été signé. L'évêque a refusé de signer. Ce que Chrétien nous dit, c'est de toute façon, l'évêque a jamais voulu signer quoi que ce soit, premièrement. Deuxièmement, il est allé négocier ça alors que la population lui avait même pas donné le mandat de le faire, surtout après l'échec du référendum. Deuxième des choses, ensuite, René Lévesque, ce qu'il a fait, c'est que il s'est mis les autres provinces à dos en essayant d'avoir un droit de veto à lui tout seul, en essayant de se concentrer uniquement sur ce qui allait rapporter au Québec, sans se préoccuper du reste. Donc finalement, l'évêque s'est tiré lui-même dans le pied, selon Chrétien. Puis s'il avait été plus collaboratif, ben la nuit des longs couteaux n'aurait jamais existé. Il y a probablement une partie de vérité là-dedans. Moi, mon avis, c'est qu'il y a tout le temps deux versions de l'histoire, puis dans les deux versions, il y a des éléments qui sont probablement vrais. Moi, je pense qu'effectivement, les deux peuvent avoir leur part de responsabilité. D'un côté, Trudeau, on le savait qu'il pouvait faire de la manipulation comme il voulait, puis qu'il pouvait arranger les choses comme il voulait. Et de l'autre côté, on le sait que l'évêque, probablement, peut-être, effectivement, faisait preuve de mauvaise foi ou de bonne foi. Qui sait, on le saura pas. On le saura jamais. René Lévesque est mort, Pierre-Éliott Trudeau est mort aussi, puis la plupart des premiers ministres sont en dehors de la vie politique à ce jour, aujourd'hui. Donc... Mais évidemment, quand il parle de la campagne référendaire, Chrétien, il est très très négatif à ce sujet-là. C'est vraiment, il dit, j'aurais aimé intervenir. Mais le comité du non l'en a empêché en prétextant que c'est au Québec que les choix devaient se faire. Donc le comité du non a empêché Chrétien d'intervenir pendant le référendum de 95 parce que ce qu'il lui disait, c'est non, c'est au Québec de prendre cette décision-là. Toi, Chrétien, tu dis rien, tu te calmes, tu dis rien. Mais une semaine avant le vote, Chrétien a sauté dans la mêlée. Parce que ça allait pas bien du tout pour la campagne du non, parce que le oui était à près de 55%, mais il s'est pas tourné les pouces, il est allé jauger les appuis de Jacques Chirac en France et de Bill Clinton aux USA, qui ont pris la défense du non publiquement. Fait que Jacques Chirac et Bill Clinton ont dit que, nous autres, on n'est pas d'accord avec la séparation du Québec, du reste du Canada. Finalement, on connaît les résultats qui est arrivé, les non, on l'ont remporté de très peu. Ça n'a pas été grand-chose, mais l'appui de Bill Clinton et Jacques Chirac a probablement fait une différence dans le vote de beaucoup de gens. Finalement, deuxième mandat, il dit « J'ai rassaigné les finances publiques, ça a bien fonctionné, je vous promets maintenant de réinvestir pour aller chercher des programmes sociaux que j'ai dû couper, mais que là, maintenant, on est capable de tranquillement pas vite les ramener, mais en gardant un surplus budgétaire. » Et c'est effectivement ce qu'il va faire. En 97, donc... il va se faire à nouveau élire majoritaire cette fois, puis il va critiquer beaucoup le Parti réformiste en disant que Princeton Manning a peut-être des idées qui sont bonnes sur le papier, avec une bonne démocratie, un Sénat élu. Le problème, c'est que réformer le Sénat, ça rendrait les choses encore plus compliquées, puis ça pose la question suivante, à savoir qui est le plus légitime entre une chambre élue des communes libérales élues par le peuple et un Sénat conservateur élu par le peuple. Qui est le plus légitime entre les deux? Les deux représentent le peuple, c'est un fait. Donc c'est qui est le plus légitime?
Est-ce que les provinces maritimes renonceraient aussi aux sièges qui leur sont garantis au Sénat, étant donné qu'ils sont très très petits, pour plus de représentation démocratique? Quand est-ce que ça va être les élections? Quand est-ce qu'on rouvre la Constitution pour ça? Bref, selon lui, l'idée d'un Sénat élu, c'est bon sur le papier, mais ça entraîne des effets pratiques trop problématiques de logistique. Pour les États-Unis, on le voit, tout le monde se revendique de représenter le peuple. Mais si tu as un Sénat conservateur, républicain, mettons aux États-Unis, puis une Chambre des communes démocrate, c'est quoi qui se passe? C'est toujours ça la question qu'ils font poser. Qui est le plus légitime entre les deux? Mais en ayant une ligne claire entre le Parlement élu puis le Sénat nommé, ça fait en sorte qu'il y en a un qui est clairement plus légitime que l'autre, puis on travaille en ce sens au Canada. Du moins, c'est ce que Chrétien défend. Même si j'admets moi-même être partiellement en désaccord avec ça. Pour une raison très simple, c'est que la démocratie, c'est une valeur qui devrait primer selon moi. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on devrait avoir quand même un Sénat élu. Mais je pense aussi que c'est tout à fait normal qu'il y ait des représentations équitables. Par exemple, aux États-Unis, là, je veux dire, le nombre de sièges au Sénat, c'est le même pour chaque État. Alors qu'à l'inverse, la Chambre des représentants, c'est le bassin de population qui détermine le nombre que tu as. Fait qu'en ayant des chambres séparées de cette façon-là, le Canada pourrait très bien fonctionner aussi. 2 sénateurs par province, point barre, merci, bonsoir. Puis ça finit là. Par exemple. Ou 3, ou 4, peu importe. Peu importe. Mais bon, Chrétien n'est pas d'accord avec moi. Finalement, il parle bien entendu des armes à feu. Il fait une citation. Bon. Chrétien va aussi parler des armes à feu et de son idée de créer un registre des permis obligatoires pour les armes à feu. Quand il en parle, il défend son point de vue et sa mesure en expliquant que les médias ont déformé le montant réel qui en avait coûté lorsqu'ils disent que ça a coûté 1 milliard. Mais il explique que c'est pas seulement le registre, mais toutes les évaluations à faire et les cours pour l'obtention des permis qui a coûté 1 milliard. Ce qui est tout à fait équitable, c'est normal. Il fallait créer les cours, etc. En vrai, que ça allait coûter 1 milliard, c'est normal. Ça, c'est normal. Cependant, Chrétien est de mauvaise foi quand il dit qu'une diminution des crimes a un lieu avec ces mesures, car le registre n'a rien à voir. Ce sont les permis et les cours qui ont fait la différence. En plus, il va citer un policier qui dit « Un jour, je m'en souviens, un chef de police m'a expliqué à quel point il était important pour ses agents lorsqu'il s'approchait d'une maison où l'agitation avait été signalée, de savoir au préalable si l'occupant possédait une arme à feu ou non. S'il n'y a pas d'arme à feu, disait-il, nous pouvons entrer plus doucement et l'on risque moins de se retrouver avec une situation explosive qui pourrait mettre en péril la vie d'un citoyen innocent. » Le problème, c'est que ces propos-là sont faux, parce qu'il y a une histoire où, justement, quelqu'un a voulu faire une descente dans un lieu où c'était dit qu'il n'y avait pas d'arme à feu. Il se dit, ça va être chill, ça va être super. Finalement, le gars s'est fait tirer dessus à travers la porte. Donc, le registre ne sert plus à rien à partir de ce moment-là, puisque la personne qui a une arme à feu ne l'enregistrera probablement même pas. Donc, ce faisant, malheureusement, ici, Chrétien, il est vraiment dans le champ, puis il fait preuve de mauvaise foi. Puis de dire que les crimes ont diminué, c'est faux. Ce qui a diminué, c'est pas les crimes qui ont diminué. Si, mais c'est pas à cause du registre des armes à feu. C'est les cours, puis la prévention qui a fait en sorte que les crimes ont diminué. C'est aussi la sensibilisation par rapport à la santé mentale qui était pas du tout pareil dans les années 90 versus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération là-dedans. Puis moi, de dire que parce que tu enregistres un gun, que t'as moins tendance à commettre de crimes, pour moi, c'est du bullshit. Ça a rien à voir avec ça. Donc, ça, c'est pour le deuxième mandat. Donc, ça a été beaucoup des réformes sociales, notamment ça, tout ce que je viens de vous décrire là. Finalement, autre chose aussi, il voulait pas se présenter pour un troisième mandat. Donc, anecdote, c'est grâce à Paul Martin que Chrétien a sollicité un troisième mandat. À la base, il avait promis à sa femme de ne pas se représenter après la fin du deuxième, afin de laisser sa place pendant que tout va bien. Cependant, Chrétien a su que beaucoup de gens lui jouaient dans le dos et tâtaient des appuis par-ci et par-là, dont Paul Martin, qui a été vu à la télévision sortir d'une réunion secrète. Chrétien a eu le soutien de la base libérale jeune et de sa femme Aline, qui l'a dégagé de sa promesse de se présenter une troisième fois. Cependant, il a failli punir Paul Martin en lui retirant les finances, mais il a écouté ses conseillers qui lui ont suggéré de ne pas faire paniquer les milieux financiers et d'affaires. Et Chrétien dit regretter de les avoir écoutés. Il dit j'aurais dû punir Paul Martin parce qu'il est en train de me jouer dans le dos puis de me trahir. Puis en vrai, en politique, il faut se le dire, on ne trahit pas ses semblables. Jamais. Faire de la trahison en politique, ça ne se fait pas. C'est non. Il faut que tu joues en équipe, puis il faut que tu soutiennes ton chef. Même si t'es pas d'accord avec. Paul Martin a vraiment fait des erreurs en jouant dans le dos de Chrétien comme ça. Ensuite, Stockwell Day maintenant. Stockwell Day remplace Preston Manning à la tête du Reform Party, qui est devenu l'Alliance canadienne pour la 3e élection de Chrétien. Et il est jeune, il est brillant, mais Chrétien dit qu'il est pas assez doué en politique, puis il a fait des erreurs. Par exemple, de demander des élections en chambre en offrant l'opportunité à Chrétien de lui mettre le blâme sur le dos. En gros, les gens aiment pas ça aller en élection.
au Canada. Ça, c'est un fait. Les gens aiment pas aller en élection au Canada. Puis quand c'est déclenché par la demande d'un autre parti politique, ben d'habitude, le parti en question se fait punir si les élections ont lieu avant le temps prévu. Donc, à cause de ça, ben Jean Chrétien en a profité pour faire « Ah ben tiens, tu as demandé les élections, t'es vu là tes élections, arrange-toi avec maintenant. Tu les as demandé, c'est de ta faute. » Fait qu'est-ce qui s'est passé? Stockwell s'est vraiment fait bâcher par les gens parce que c'est à cause de lui qu'il y a eu des élections. Écoute, tout ce qui compte, c'est les perceptions, comme on dit, hein? En plus, autre erreur aussi, Stockwell est allé à Bay Street avec un souper à 5000$ l'entrée. Bay Street, c'est le Wall Street de Toronto, si on peut le dire ainsi, c'est le gros milieu financier de Toronto. Donc, Chrétien, d'ailleurs, il dit que Bay Street, c'est pas des gens recommandables en politique, mais bon, voilà, c'est à peu près ça, mais c'est lui qui s'est fait avoir par ça, puis finalement, l'Alliance canadienne s'est dit que, bon, on est aussi bien d'envoyer notre jeune Stockwell et tout, on est à 20% dans les médias, on est capable de s'en sortir puis d'augmenter. L'affaire, c'est que les libéraux étaient à 40%, faire un rattrapage de 20% dans les sondages, c'est compliqué un peu. Puis on s'entend qu'en plus, vu que le parti est très prisé dans l'Ouest, là, c'était difficile d'aller chercher plus. Donc, Chrétien, lui, il voulait déclencher des élections plus tôt, de toute façon, il a juste profité de l'opportunité pour le faire, puis il a recruté Bob Raw, ancien premier ministre de l'Ontario du NPD, qui était un homme politique très très habile, malgré le fait que ses positions étaient très controversées. Donc bon. Ensuite, peut-être un petit peu... Ah oui, c'est vrai, puis autre affaire, anecdote très drôle aussi. Vous savez peut-être pas, mais quand Pierre Elliott Trudeau est mort, Fidel Castro, ça a été une des seules fois où il est sorti de l'île de Cuba. Il est venu aux funérailles de Pierre Elliott Trudeau. Et Stockwell a discuté avec Fidel Castro. Ils ont eu des discussions ensemble. Puis quand la discussion était finie, Fidel Castro est allé voir Chrétien puis il a dit « Hey, je viens de parler avec Stockwell, tu devrais déclencher les élections bientôt. » Je dis ça, je dis rien. Puis il l'a juste laissé avec ça. Donc, finalement, bon, le troisième mandat de Chrétien, en fait, va être surtout très plombé par une chose très importante, le 11 septembre. Eh oui, le fameux 11 septembre, Chrétien était au pouvoir à ce moment-là. Fait que le 11 septembre 2001, quand Chrétien était au pouvoir, bien évidemment, il y a eu la guerre qui a été déclarée au pays qui hébergeait des terroristes. Chrétien, là où il s'est démarqué, c'est qu'il a refusé d'aller en guerre en Irak. Malgré le fait que George Bush voulait y aller. Et il a dit tout le long, donne-moi une bonne raison d'y aller. Va chercher l'appui de l'ONU, puis je vais te suivre, je vais te soutenir jusqu'au bout. Mais si t'as pas l'appui de l'ONU, je ne peux pas te suivre. Et Tony Blair a essayé de le convaincre de suivre. Puis des années plus tard, Tony Blair a admis que c'est Chrétien qui avait raison, puis qu'il n'aurait pas dû suivre les États-Unis en Irak. Parce que Chrétien, il a dit, la seule raison pour laquelle vous voulez y aller, c'est à cause du pétrole. Arrêtez de me niaiser, là. Je veux dire, pourquoi vous allez pas régler les problèmes dans un autre endroit? C'est où l'endroit qu'il avait dit? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le pacte de Varsovie à l'OTAN. Les pays du pacte de Varsovie à l'OTAN. Non, ça, c'est autre chose. Ok. Ah oui, c'est vrai. Il était dans un bar en Afrique du Sud. Ok, puis c'était au Zimbabwe. Fait que là, il a dit pourquoi on va pas gérer le cas de Mugabe au Zimbabwe. C'est quoi la différence entre Hussein et Mugabe? Puis là, ben, Tony Blair, il a dit ben, ils sont vraiment différents et tout. Puis Chrétien, il a juste dit non. La différence, c'est que Mugabe n'a pas de pétrole. La réponse était là, puis après ça, ben, Tony Blair, il a offert un autre bière, puis ça a été fini, la conversation là. Fait que finalement, Chrétien a fait la bonne chose de ne jamais aller déclarer la guerre à l'Irak. Il est allé en Afghanistan, il a fait de la mission, ça c'était prévu, il n'y avait pas de problème. C'était même commencé avant l'Irak, mais il a refusé d'envoyer des soldats canadiens en Irak. Puis je tiens à rappeler aussi que c'était Chrétien aussi qui était au pouvoir quand il a été le seul des pays à envoyer des gens au Rwanda. Il parle pas vraiment du Rwanda là-dedans, mais... Vu que j'ai lu le livre de Roméo Dallaire, on le sait que le Canada, ça a été le pays qui a fourni le plus de ressources, justement, pour réussir à aider le Canada, justement. Pas le Canada, le Rwanda, pardon. Donc, c'est bien important pour ça. Donc, ensuite, après le fameux 11 septembre, ben, il y a eu des pourparlers pour intégrer dans l'OTAN les anciens pays du pacte de Varsovie. Donc, le pacte de Varsovie étant le pacte qui a forgé l'URSS. Donc, on essayait de les intégrer. Mais bon. Ensuite de ça, il va aussi attaquer de front les ordres professionnels en disant « Vous êtes ben trop dogmatiques, on a de la misère à avoir des gens qui travaillent, puis à cause de vos estifs d'affaires dogmatiques, il y a des médecins qui chauffent des taxis ici. » Tu sais, le fameux préjugé de l'immigrant médecin qui chauffe des taxis, c'est le Chrétien, ça a été le premier à vraiment pointer du doigt cette problématique-là.
Donc, vraiment intéressant pour ça. Ensuite, quoi d'autre que j'avais noté? Il y avait tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Oui, en gros, ok. Ok, non, pas ça, c'est bon, c'est correct. Ah oui, c'est vrai, il a réussi à créer une entente, en fait, pour déminer les pays de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient encore minés. Parce qu'il y avait des pays en Europe où il y avait encore des mines puis des places où c'était interdit. Fait que Chrétien a réussi à convaincre tous les pays de l'OTAN de préparer des grosses missions pour déminer les pays. Ce qui était une chose très intéressante. Ça, on doit ça à Chrétien aussi. Et bien sûr à tous les autres qui ont participé après, mais Chrétien a été l'initiateur de tout ça. Finalement, en 2002, il a démissionné de façon officielle comme de son poste de premier ministre. Il était dans une situation semblable à Brian Mulroney et Lucien Bouchard, où il y avait un conflit entre deux personnes importantes, puis là, dans ce cas-ci, c'était Paul Martin. Paul Martin continuait d'y jouer dans le dos, etc., à préparer sa succession, puis tout le monde voyait Paul Martin comme ça. Et Paul Martin a essayé de discréditer Chrétien, donc il a vraiment mal agi, etc. Bref, il a rejeté la faute sur Chrétien de plusieurs de ses propres décisions pour gagner des appuis, militer activement. Bref, Paul Martin a agi comme un trou de cul. Puis, écoute, il en a payé le prix, il a pas été élu bien longtemps premier ministre, hein? Donc, autre point aussi, Paul Martin, il militait activement pour que Chrétien n'ait même pas de gens qui se rendent à ses réunions et à ses discours. Genre, il s'organisait pour siphonner tout le militantisme du Parti libéral à son nom, pour être sûr de préparer sa succession comme du monde. Il a vraiment joué en traite, en fait. Donc, en septembre 2022, pour ramener l'union au sein de son parti, pour pas que les gens se divisent entre eux autres, il a décidé de démissionner, de quitter le pouvoir, et finalement, il a décidé de rester jusqu'à ce que... En septembre 2002, il a donné sa démission comme chef du Parti libéral. Il y a une course à chefferie qui s'est organisée. Puis en 2003, il a quitté le Parlement de façon définitive. Puis Paul Martin est devenu premier ministre en remplaçant. Puis ensuite, il a été élu dans un gouvernement minoritaire. Puis après ça, en 2006, Harper a pris le pouvoir. Le dernier point qui est abordé dans le livre, c'est la commission Gomery. La commission Gomery, c'est l'histoire des scandales des commandites. Donc, il y en avait déjà entendu parler des problèmes des commandites. Voici ce qu'il en dit. Il dit que il avait chargé quelqu'un de tout faire vérifier pour être sûr que toutes les dépenses étaient légales, puis qu'il y avait eu puis que s'il y avait eu des irrégularités, il aurait réglé ça lui-même. Mais un peu avant son départ, on lui dit qu'il y a d'autres informations qui sont sorties, puis qu'il faudrait faire intervenir la GRC et le vérificateur général. Chrétien dit oui, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Fait que, il y a un péquiste, un conservateur, puis une personne nommée par Mulroney, Charles Guité, qui ont été accusés de fraude et de corruption. Donc, aucun libéral parmi eux. Chrétien, cependant, il dit que c'est normal que son gouvernement ait pris le blâme parce qu'en adoptant les budgets, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait indirectement adopté des dépenses irrégulières que des gens en ont profité pour s'enrichir puis faire de la fraude avec l'argent du gouvernement. Fait en gros, ce qui est arrivé, c'est que les fraudes de la commission Gomery, ce que Chrétien dit, c'est que c'est pas de l'argent qui a été versé directement. C'est que lui, il a adopté des budgets sans savoir que cet argent-là, qui allait être versé à des organismes particuliers, allait servir pour faire de la fraude. Mais vu que l'argent venait du gouvernement, ben là, tac, il y a eu les accusations, la commission Gomery et tous les scandales qui s'en sont suivis. Fait, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est normal que le gouvernement ait pris le blâme parce que c'est vrai qu'indirectement, c'était de notre faute. Mais il dit que ce qu'il trouve scandaleux, c'est qu'il y a des noms qui ont été traînés dans la boue par la presse, puis que c'est le Québec qui a été accusé d'être la province où règne la corruption, puis il dit que ça n'a pas d'allure. Il dit que le Québec, c'est la première province à avoir adopté des règles de financement claires pour le financement des partis politiques. Donc, ça a été d'ailleurs la dernière chose que Chrétien a faite. Il a laissé une loi canadienne équivalente avant de partir. Et finalement, Chrétien termine son livre avec une attaque envers les droitistes qu'il va prononcer lors de son discours d'adieu, en disant que l'opposition s'en va à droite, puis qu'il faut se méfier de ceux qui sont trop pro-milieu financier, pro-baisse d'impôts, pro-profit, qui vont vouloir accomplir ça en négligeant le côté social de la politique. Le 12 décembre 2003 fut le jour de la démission officielle de Chrétien comme premier ministre du Canada. Paul Martin forme le gouvernement, et il va se faire réélire minoritaire un peu plus tard, mais va être éclaboussé par la commission Gomery, ce qui va l'empêcher de gagner un nouveau mandat et laissant donc sa place au Parti conservateur de Stephen Harper. Donc, le livre est écrit par à la première personne, bien entendu. Sinon, on apprend dans le livre que le modèle de Jean Chrétien, c'est Wilfrid Laurier. Et oui, il y en a beaucoup dans les libéraux qui s'inspirent de Pierre-Éliott Trudeau dans leur façon de faire, sauf que Jean Chrétien, ça a été un des seuls dont le modèle était Wilfrid Laurier, qui était vraiment plus un libéral classique, si on peut le dire ainsi. Donc ça, c'est intéressant, fait qu'il en parle un petit peu dans sa préface, puis il dit que c'est lui qui l'a inspiré, puis il dit que depuis longtemps, sa famille elle-même est militante libérale.
Donc, voilà. Et que même, il y a de ses aïeux qui étaient militants pour Wilfrid Laurier à l'époque. Et bien entendu, il nous explique que coucher sur papier, ça a été bien difficile, puis qu'il a fallu qu'il utilise les archives nationales et beaucoup de contacts pour ça. Et la raison pour laquelle il a décidé d'écrire ce livre-là, c'est parce que il a assisté aux funérailles de Boris Alstin. Boris Alstin, c'était le président de la Russie, puis lui et Chrétien étaient amis. Puis en assistant à ses funérailles, là, ce qu'il s'est dit, c'est « Hey, mais quand je vais mourir, il va falloir que je laisse quelque chose derrière moi, que les gens comprennent ce que j'ai voulu léguer. » Fait que c'est là que l'idée lui est venue d'écrire un livre. Je le connais pas trop, mais est-ce qu'il est capable au moins d'avouer ses torts? Est-ce qu'il en avoue dans le livre? Ça dépend dans quel domaine. Tu sais, il dit « J'ai fait ça comme ça, j'aurais peut-être dû faire autrement, j'aurais peut-être dû faire les choses comme ça. » Puis même à ce jour, il dit « Ben tu sais, les politiciens prennent leurs décisions comme ils veulent. Moi, j'aurais peut-être pas pris les choses, fait ça. » Mais c'est lui maintenant, c'est plus moi là qui est en politique. Fait que, il voit vraiment les choses de façon pragmatique. Il dit, moi j'aurais fait les choses comme ça. C'est peut-être une erreur. Ce n'est peut-être pas. Je dirais que c'est vraiment quelqu'un de pragmatique. Fait, il admet des fautes, mais il y a des enjeux sur lesquels il y a une mauvaise foi. J'en parlais tantôt sur les armes à feu. Il est dans l'erreur totale, mais vraiment totale. Il attaque beaucoup la droite. Des fois peut-être un peu trop. Des fois il attaque les souverainistes, peut-être un petit peu trop. Mais tu sens que c'est les convictions de l'homme plus que d'autres choses. Il est pas... Je dirais qu'il est pas intouchable. L'homme transparaît dans le livre ici beaucoup plus que Mulroney transparaissait dans l'autre. Parce que Mulroney, oui, transparaissait, mais vu que le travail était fait par un journaliste, il y avait de l'objectivité là-dedans. Tandis que là, c'est lui-même qui a écrit son propre livre, donc on sent vraiment ses convictions dedans et sa passion pour la politique. Les qualités qu'on ne peut pas lui dénier, c'est que c'était quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui savait gérer, puis qui faisait les choses correctement. Il y avait beaucoup de volonté de garder une structure très claire au sein de son parti puis au sein de son organisation. Et ça, c'est des qualités qui en ont fait un bon chef. Il savait prendre des décisions difficiles, dire tout haut ce que les gens pensaient. Mais est-ce qu'il a tout avoué ses torts? Je pense pas. Mais est-ce qu'il en a avoué? La réponse est oui. Il peut en avouer, mais il est pas capable de toutes les avouer. Ça, pour moi, c'est très clair. Fait que si jamais, mettons, t'as envie de connaître Jean Chrétien, je crois que ça, c'est un très bon ouvrage. Très, très bon ouvrage. Même pour un livre qui a été écrit par l'homme lui-même, là. Parce que des livres de politique, souvent, là, tu peux avoir 3 types d'intentions quand tu veux écrire un livre politique. Tu peux dresser un portrait objectif, style journalistique. Tu peux essayer de caler, de démystifier. Démystifier étant le mot euphémisme, parce que souvent, c'est traîner dans la boue certaines choses. Ou, ce que tu peux faire, c'est essayer de justifier des choses, puis d'expliquer ton fonctionnement de pensée. Chrétien est plus dans l'école numéro 3 ici. Mais j'ai déjà lu des livres qui sont dans l'école 2, puis dans l'école 1, si on peut le dire ainsi. Donc, il y en a des livres politiques qui sont de mauvaise foi, mais celui-là ne l'est vraiment pas. Il y en a, comme je disais, des fois, il y a des enjeux sur lesquels Chrétien, il aime pas trop il aime pas trop ça, être retranché, ça se sent. Mais pour le reste, ça va bien. Et que ça m'a pris 1 heure vous parler de ce livre-là, c'était mon plus long. Les autres, ça va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Fait que, mais les gens intéressés par la politique, ce livre-là vaut vraiment la peine. Puis je suis très content de l'avoir trouvé dans une place de livres usagés. Je m'y serais pas attendu, mais pas du tout. Donc, du coup, maintenant, on va passer au 2e livre avec Beyonders, les graines de la rébellion, ou attends un petit peu, la naissance d'une rébellion, plutôt en français. Donc, c'est la suite du premier Beyonders, mon premier lecture du mois, c'est ce livre-là que j'avais lu, j'avais lu le premier Beyonders, je l'avais beaucoup aimé, et là on va y aller avec la suite. Achètes-tu toujours tes livres en usagé? Pas toujours, celui-là, oui, celui-là, oui, celui-là, oui. Mais les 2 autres, non. Les 2 autres qui vont venir, non. C'est juste que là, j'ai plus de place dans mes bras pour les lever, etc. Donc, ça dépend lesquels. S'ils sont en bon état, je peux les prendre usagés. S'ils sont pas assez en bon état, à mon goût, je vais les prendre neufs. Mais genre, quand je dis en bon état, genre... Ça, là. Il n'y a pas un coin qui est plié. Pas un coin qui est plié. Ça, pour moi, c'est non. Des fois, là, t'arrives dans des places de livres usagés, puis t'as genre des pages avec des taches dedans. T'en as des pages pliées. C'est comme, non. Vous savez pas traiter des livres comme du monde. Bref. Voilà. Celui-ci très, très intéressant. Donc, je vous lis la 4e de couverture de ce 2e livre. Donc, de retour chez lui, Jason Walker ne pense qu'à retourner dans le monde de Lyrian. Non seulement il détient une information capitale pour l'avenir de la rébellion contre le cruel sorcier Maldor, mais il veut aussi sauver son ami Rachel. Bravant tous les dangers, il devra rassembler ses anciens compagnons et combattre de nouveaux ennemis. Le vent de la révolte souffle sur Lyrian. Pas qu'on sait pas les traiter comme du monde, le chat se frotte après. Faut juste pas avoir de chat. Voilà, aussi simple que ça. Donc, ce livre-là, c'est le 2e tome. D'abord, petit résumé rapide du premier tome. Jason Walker tombe dans un monde parallèle, plus médiéval, fantastique, avec de la magie, qui,
il tombe dans un monde magique. Et il va faire une quête pour trouver un mot qui va lui permettre de détruire un ennemi important. La quête échoue plus ou moins, si je peux le dire ainsi, pour des raisons que je vais vous laisser découvrir si vous décidez de lire le premier livre. Mais la fin fait en sorte qu'il retourne chez lui. Il retourne dans son monde, puis là, il doit trouver le moyen de retourner dans le monde de Lyrien pour pouvoir aider son amie qui, elle, est restée pognée dedans. Et son objectif, c'est d'y retourner pour y aller. Et il va réussir, bien entendu. Et il va beaucoup se promener. Et il va avancer, retrouver son ami, accomplir des quêtes, etc. Vraiment comme dans un jeu vidéo, en fait. C'est vraiment genre, même que des fois, il y a des scènes qui sont décrites comme des cinématiques de jeux vidéo. J'en ai une, en fait, là. Mon ressenti ici, en fait. Ce deuxième tome du livre a un rythme beaucoup plus lent et sort un peu de la narration style jeu vidéo, même s'il y reste un peu. C'est tout à l'honneur du livre qui devient un peu plus littéraire. Cependant, Jason est beaucoup laissé de côté et on oublie presque que c'est un personnage sarcastique, qu'il était très sarcastique dans le premier tome. Galoran et Rachel prennent l'ensemble de la place. Galoran, c'est le roi aveugle, c'est lui qu'on voit sur la couverture, et Rachel, c'est l'ami oublié de Jason. Ils prennent l'ensemble de la place. Également, l'auteur ne maîtrise pas grand-chose à la littérature. Par exemple, page 437, il utilise des termes comme des crêtes ciselées, des lacs secrets et des pics déchiquetés. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, le style est très pauvre. On peut se le dire. Ce roman est moins une quête de jeu vidéo comme le précédent qu'un parcours visant à remplir un objectif précis, une alliance avec les peuples qui peuvent s'opposer à Maldor. Donc, en résumé, moi ce que je dis, c'est en 20 pages, Jason est de retour à Lyrien. On prend le temps de résumer les derniers mois qu'il a passé et de dire comment le monde réel s'est porté, mais l'auteur ne se casse pas vraiment le cul à refaire le coup de l'hippopotame, de façon volontaire cette fois, devant témoin. Et ça va marcher, parce que Tark jouera de la musique de l'autre côté. Donc, je vous explique. Jason peut changer de monde en se jetant dans la gueule d'un hippopotame. Je rappelle qu'un hippopotame, si tu te jettes dans la gueule de ça, tu meurs pas mal. Mais lui, il le fait. C'est le même qui était passé la première fois, l'auteur s'est pas cassé le cul. Même affaire, une deuxième fois. Mais cette fois-ci, Jason se jette direct dedans. Bref. J'ai trouvé ça spécial. Ensuite, page 42. J'ai une petite citation ici. Quelques pas de plus et le chemin déboucha dans une immense clairière où se trouvait le village. Celui-ci n'était peuplé que de nains qui allaient et venaient dans les rues, mais les maisons étaient énormes, les portes mesuraient au moins 4 mètres de haut et les fenêtres étaient gigantesques. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai vraiment eu l'impression, tu sais là, quand tu rentres pour la première fois dans un village, dans un RPG, puis que là t'as une espèce de petite cinématique caméra dans les airs qui fait le tour du village au complet, puis que là le titre du village s'affiche là, j'ai vraiment eu l'impression de voir ça quand je le lisais. Genre comment tu fais pour voir le village, toutes les rues avec les gens qui passent, man, tu viens de rentrer, t'es dans une forêt. Alors tu rentres, t'es dans la place principale direct, en tout cas moi je trouve ça bizarre un peu comme description. Justement je le dis, en lisant ça, j'ai eu l'impression de voir une cinématique et un écran de chargement entre deux zones dans un jeu. C'est aussi simple que ça, en fait. J'ai envie de le dire ainsi. Donc, là, il va y avoir les premiers pièges, bien entendu. C'est vraiment genre, tu vas dans un endroit, il arrive un événement de jeu vidéo. Genre, ici, c'est des nains qui essaient de piéger Jason, puis qui vont devenir un géant. Et après ça, Jason va se faire poursuivre par un Torivore. Bref. Qui est un espèce de rôdeur. C'est une espèce de créature d'ombre qui te suit, puis qui te fait peur. Aussi simple que ça. Donc, Snipeflex. Oui, Hello Tisha. Oui. Donc, bref. C'est à peu près ça. Donc, il essaie de le tuer, mais il s'est toujours à 15 mètres de lui sans chercher à comprendre. Donc, fait que Jason il dit, ouais, ici à 15 mètres, je peux dormir. Il s'endort, puis c'est fini là. Tu sais, il y a plein de petits gestes de même, inconscients puis imprudents, qui m'ont sorti dès le début du livre, je dois l'admettre. Donc, bon. C'est pas tout. Finalement, il se passe ça. Puis on va suivre en parallèle Rachel qui, entre-temps, découvre qu'elle a des pouvoirs de maîtriser l'édomique. L'édomique, c'est un langage qui permet d'utiliser la magie comme un sorcier, comme Maldor, l'ennemi et le méchant du jeu. Pas du jeu, du livre, vous voyez, ça me... Voilà. Donc, elle pratique ça de façon innée, elle est hyper talentueuse, bref, c'est Rick Skywalker. Carrément. Aucun doute là-dessus. Ben, elle n'existait pas encore à cette époque-là, mais bon, Rick Skywalker. En fait, je crois qu'elle n'existait pas encore, je sais plus. Je me rappelle plus des dates précises. Donc, bref, elle apprend le langage de la sorcellerie, elle espère que Jason est toujours en vie, même si elle en fait son deuil. Et, d'un côté, on a l'histoire de Jason qui essaie de retrouver Rachel, puis on a l'histoire de Rachel qui essaie de retrouver Jason. Ils vont finir par se retrouver, recruter des alliés pour combattre Maldor, puis le tout en déjouant les pièges qui sont mis sur leur route. Ils vont parcourir le royaume en amassant des ressources, et ils vont finalement se retrouver face à l'ancien compagnon de Maldor, et ils vont lui prendre ses réserves d'Orantium, qui sont des espèces de bombes explosives, et ensuite, ils vont essayer de se rendre à Amar Kabal,
qui est la ville des hommes graines. C'est un peuple qui est présenté dans le premier roman. Je vais pas donner trop de détails, mais en gros, c'est des gens qui sont immortels, sauf si tu leur arraches une graine qu'ils ont en arrière de la nuque, puis que tu la détruis. Sinon, ben, quand ils meurent, tu replantes la graine, puis ils reviennent à la vie, puis c'est réglé. Très rapide, puis ils vivent très très longtemps. Donc, on les appelle les hommes graines. Donc, ils vont se rendre dans un endroit où il y a des zombies vampires, soit dit en passant. Mais ces zombies vampires-là, en fait, ils sont en fait possédés par des vers qui les maintiennent en vie puis qui leur donnent une conscience. C'est comme bizarre un peu. C'est comme des zombies vampires possédés par des vers. En tout cas, bref. C'est particulier. Mais ça sert à quelque chose un peu plus tard. Je suis le seul à rire de façon immature en entendant ça. Non. Non. Vraiment pas. Des zombies... tu parles des hommes graines ou des zombies vampires? En bref, et finalement, l'objectif de ce livre, ça va être de se rendre auprès d'un oracle qui va leur donner une prophétie, qui va leur expliquer comment Maldor va être battu. Et c'est à peu près comme ça que le livre se finit. Les deux hommes graines, Cheniry aussi, je l'entends jusqu'à chez moi. Un homme graine, non mais attends, c'est parce que là tu penses à un homme tub, là. Mais bref, donc voilà. Fait que le livre est narré de la même manière que le premier. On a vraiment l'impression de voir un jeu vidéo se dérouler devant nous puis de suivre des cinématiques. Mais la sensation de progression est moins forte parce qu'il se passe rien. Il n'y a pas de MacGuffin, si je peux le dire ainsi. Genre, tout est secondaire un peu. Il y a beaucoup de personnages qui se baladent avec Jason et Rachel, mais ils sont oubliables un peu. En vrai... Puis une chose que j'ai remarqué aussi, Galoran, qui était vraiment le mentor barbu, si on peut le dire ainsi, devient presque le personnage principal dans ce livre-là. Fait que Jason, il est mis de côté, puis Rachel puis Galoran prennent tout le reste de la place. Ok? Bon, voilà, c'est à peu près ça. Puis l'inspiration, bien entendu, c'est Narnia et Harry Potter comme le premier. La scène des nains qui se transforment en géants pour les manger, by the way, j'ai pensé au Hobbit, avec la scène des géants puis des trolls. Donc, puis qui deviennent inefficaces de jour. Parce que le concept, c'est que les nains, ils sont des nains dans le jour, mais la nuit, ils se transforment en géants puis ils veulent bouffer du monde. C'est à peu près ça. Donc, voilà, fait que en vrai, je crois, selon moi, que c'est le moins bon de la saga, pour être honnête. Le premier était bien, c'était sympathique, mais je crois qu'à la limite, il aurait pu se suffire en lui-même. Donc, pour l'instant, le 2, pas tant que ça. Le premier est quand même sympathique, mais en vrai, je veux dire, c'est... c'est à peu près ça. Alors que le troisième... comment dire? J'ai dit que le deuxième était celui que j'aimais le moins, et je le maintiens, parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Le troisième... comment dire? Le troisième est un peu différent. Je vais changer l'affiche, ce sera pas long pour vous le montrer. Le troisième, ce qui arrive avec le troisième, c'est que... il se passe encore moins de choses. On sait comment ça va finir, on s'en doute très bien. Le livre est assez prévisible en général. On sait à peu près comment ça va finir, mais ce qui va nous tenir en haleine, c'est l'envie de voir la fin. Parce qu'il y a une prophétie qui nous est donnée, puis on essaie de voir ce qu'on veut voir, c'est comment elle va s'interpréter dans la réalité. Ça ressemble beaucoup au Percy Jackson, où tu reçois une prophétie au début du livre, puis là, c'est comme ça qu'ils ont réussi à l'interpréter, etc. C'est ça que tu attends de voir, en fait. Ben ça, c'est un peu ça qui m'a tenu en haleine tout le long. Même si officiellement il se passe moins de choses, au moins ce qui se passe, c'est pertinent pis c'est le fun. Par exemple, le combat contre le colosse puis le gardien, il y a un combat contre un colosse qui peut se transformer en n'importe quelle matière qui touche. Vraiment génial. Jason est devenu le héros qui a réussi à résoudre le combat à lui tout seul. Quel génie. Tu vas sûrement pouvoir répondre à ma question. Si je sais qu'il existe un livre en anglais, y a-t-il une façon de savoir s'il existe une version en français? En vrai, je pense que Google va vraiment être ton meilleur ami. Mais sinon, sur Amazon, tu peux des fois, mettons, écrire le titre de ton livre et choisir la langue du livre. Des fois, ça peut aider un peu. Peut-être à regarder. Moi, c'est de même, j'ai trouvé des livres de Star Wars en français. Donc, en vrai, Google, c'est pas mal la seule option. Sinon, tu regardes dans un renombré à l'imaginaire d'un place où ils vendent des livres et tu essaies de le chercher sinon dans leur catalogue. Des fois, ils peuvent l'avoir. Donc, aussi, ce qui est intéressant dans ce troisième livre-là, c'est qu'on peut voir un peu plus les tactiques que Maldor utilise. Maldor étant le méchant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il déjoue les plans, comment il trouve ses informations. Vraiment, ce qui est intéressant dans le livre, c'est les événements. Quand ils ont lieu, ils sont absolument tous géniaux, toute la gang. Sauf que,
le livre a quand même un gros problème. C'est qu'il y a énormément de personnages qui vont mourir, mais on s'en calisse. Genre vraiment, on s'en calisse. Ils sont pas assez développés, on s'en fout. Genre ils meurent, on s'en fout. Même la tristesse des personnages, elle n'est même pas ressentie. Genre littéralement, on s'en fiche totalement. Moi, personnellement, je pense qu'il aurait dû tuer Galoran. Je pense qu'ils auraient dû le tuer. Vraiment. Puis en passant, le livre est séparé en deux. D'un côté, on a Jason qui va chercher les informations qui pourraient tuer Maldor, parce qu'il en manque une, puis la prophétie dit que c'est lui qui va en trouver. Et ensuite, cette information-là doit être communiquée à Galoran et à Rachel, qui, eux, sont en train de jouer à un RTS en temps réel. Un jeu de stratégie en temps réel. Genre, littéralement, ils posent leurs troupes, ils avancent, etc. Vraiment, là, c'est Age of Empire contre Skyrim de l'autre côté. Genre, c'est pas des blagues. C'est exactement ça qui se passe. C'est intéressant. Moi, je trouve ça plus intéressant. Tout ce qui est amené, même si c'est moins nombreux, c'est des choses intéressantes. Il y a du mystère. On s'accroche, on a envie de voir la fin, on a envie de voir comment la prophétie va se dérouler. Mais c'est ça. Mais la fin reste très, très prévisible. Donc, bon. Si tu t'attends à une fin vraiment punchée, il vaut mieux que tu apprécies le voyage pendant plutôt que tu le lises pour espérer la fin. Moi, c'est l'avis que j'en ai ressenti. Je trouve que ça reste quand même le deuxième meilleur après le premier, parce que au moins, même s'il y a très peu d'intrigues, chaque intrigue est intéressante, alors que dans le deuxième, ben, les intrigues étaient toutes plates, puis les combats aussi. Ça revenait tout au même, puis il se passait rien. Mais là, quand il se passe quelque chose, au moins, c'est pertinent, puis c'est plaisant. Même si, bon, on regarde encore une fois un jeu vidéo non-stop. Et bon, la trilogie, selon moi, elle est très 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 inégale. Le premier livre était très bien malgré son choix de narration style jeu vidéo. Le deuxième était plus lent, mais servait à poser les bases d'une guerre. Puis le troisième, il est... Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ce que je vous ai dit. Au début, je trouvais qu'il était long, mou et très prévisible, donc pas très plaisant. Mais avec du recul, je me dis que j'aime encore moins le deuxième que le troisième. Donc, c'est à peu près ça. Donc, évidemment, ça va se finir à la fin sur une décision déchirante qui va permettre donc de déterminer comment l'histoire se finit. Je vais pas vous en dire plus sur la décision déchirante, mais en vrai, elle est présentée comme une décision déchirante tout le long, puis à la fin, on dirait que ça te fait rien. Genre, t'es pas investi émotionnellement dedans. Donc, en vrai, si jamais vous avez l'opportunité de lire le premier livre, ça va être un bon moment, vous allez sûrement l'aimer. Mais les deux autres sont très, très inégaux. Donc, plus ou moins recommandé, malheureusement. Plus ou moins. Mais j'aurais essayé de les lire. C'est de la bonne littérature jeunesse, par exemple. Tu donnes ça à ton adolescent, puis il va adorer ça. Mais moi, un adulte de quasiment 30 ans, là, je dirais que je check un petit peu plus, si on peut le dire ainsi. Ah, puis il y a un petit arc autre, à part l'histoire de Galoran puis de Rachel. Il y a un arc avec un autre personnage qui est resté pour surveiller la ville qui appartenait à Galoran, parce que Galoran, c'est un roi, le roi de Transicourt, une ville qui est là-dedans. Et Nedwyn, un de ses fidèles, est resté pour diriger. Puis il va subir un complot de la part de Copernum, le chancelier, etc. Puis la manière dont il va le déjouer, mais c'est du putain de génie. Je crois que c'était mon arc préféré de la gang. C'est de valeur, par exemple, qui ne dure que 3 chapitres, malheureusement. Mais bon, donc c'est à peu près comment je vois les choses. Pour cette trilogie. Malheureusement, elle n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Mais bon, au moins je les aurais lus puis j'aurais essayé. En revanche, par exemple, le prochain livre, oh mon Dieu Seigneur, que lui, là, oulalalala. Donc, Sa Majesté des Mouches de William Golding. Ok. Une bande de garçons de 6 à 12 ans se trouve jetés par un naufrage sur une île déserte. L'aventure apparaît aux enfants comme de merveilleuses vacances. Ils se nourrissent de fruits, se baignent, jouent à Robinson. Mais il faut s'organiser. Et, en suivant les meilleures traditions des collèges anglais, ils élisent un chef. Un grand roman d'aventure, mais surtout un magnifique roman d'apprentissage de la vie en société avec ses règles et ses cruautés. Prix Nobel de littérature de 1983. Pour vrai, c'est un excellent livre. Excellent. C'est très court, hein? C'est à peine 250 pages, même pas. Je pense que, ouais, c'est ça. Si je regarde, il y en a 246 précisément. C'est 246 pages, ça se lit très bien, c'est une dystopie. En gros, le rythme est très bien géré, et c'est très inspiré des livres de pirates, de naufrage, puis surtout du livre de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Mais, on transforme ça en dystopie. Mais en contexte, c'est la 3e guerre mondiale, il y a des enfants qui sont amenés dans un avion pour s'en aller de l'Angleterre, mais ils vont s'échouer dans une île du Pacifique pendant cette 3e guerre mondiale-là. Ils vont être séparés au début, puis il y a des petits, des grands, bref, tous des enfants âgés entre 6 et 12 ans.
ces enfants-là, justement, vont devoir s'organiser, mais les tout-petits sont difficiles à organiser. Et c'est des enfants. Ils pensent comme des enfants, ils sont naïfs comme des enfants, ils sont inattentifs et indisciplinés comme des enfants. Puis les plus vieux qui ont 12 ans essayent de les discipliner, de jouer le rôle des adultes, mais eux-mêmes ont des raisonnements enfantins et ils n'arrivent pas à rien faire, en fait. Et ils se comportent comme des enfants. Genre, vraiment. Je vais vous donner mon ressenti. Je n'en suis qu'aux 60 premières pages au moment d'écrire ces lignes et je trouve l'auteur extrêmement brillant. Il retranscrit bien la mentalité d'un enfant et à aucun moment on a l'impression que les personnages sont des adultes, ce qui aurait détonné. Là, ce sont des enfants de 6 à 12 ans qui sont indisciplinés, qui ne réalisent pas à quel point ils sont dans la mouise et qui ne pensent qu'à s'amuser parce qu'enfin, il n'y a pas de grandes personnes pour leur dire quoi faire. Ce livre est non seulement une dystopie, mais une énorme réflexion philosophique sur la nature humaine et les comportements humains. C'est une réflexion aussi sur l'autorité et le leadership. Les comportements de la tribu de Jack, un personnage du roman qui est comme l'antagoniste, sont en fait un renoncement à l'humanité. Humanité que Ralph tente de préserver. La manière dont il se comporte, c'est pas loin d'être comme ça qu'on imagine les tribus sauvages. C'est juste que cette fois, les rôles sont inversés. Ce ne sont pas les blancs qui dominent, c'est les sauvages. De plus, les enfants, on dirait presque qu'ils voient tout cela comme un jeu et qu'ils ne réalisent pas l'ampleur des actes qu'ils commettent. Ils ont tué 2 autres enfants et pourtant ils suivent Jack qui est devenu fou et envahi par la jalousie et ses envies de pouvoir. Parce que oui, il y a 2 enfants qui vont mourir dans le récit, je vous dirai pas c'est lesquels, vous allez le savoir, mais ces événements-là sont choquants. Sont très choquants à lire parce que tu réalises même pas en lisant que les enfants en question sont morts. Tu le réalises pas. Il faut que tu relises pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Tu le comprends pas. Pas du tout. À un moment donné, on va te dire, genre, il y a le cadavre de tel enfant qui fait « Hein? Attends, il est mort », puis là, tu vas revenir, tu vas faire « Hein? Vraiment. » C'est exactement ça, moi, qui m'est arrivé. Je capotais ben raide, et la raison pour laquelle ils se comportent ainsi, c'est parce que eux ils s'imaginent que c'est un jeu. Puis ils réalisent pas ce que c'est d'être mort. Absolument pas. Pour eux, tout ça n'est qu'un jeu. C'est des grosses vacances. Ils réalisent pas qu'ils sont dans la marde. Ils sont pas capables de se discipliner. Ils sont pas capables de construire de cabanes. Pas capables d'aller ramasser de l'eau. Pas capables de cueillir des fruits. Pas capables de faire du feu. Ralph, tout le long du roman, ce qu'il dit aux gens, c'est il faut que vous chassiez en priorité. Il faut que vous vous assuriez qu'on ait un abri. Mais surtout, il faut faire du feu en haut de la montagne. Pourquoi? Parce que le feu, s'il a un bon signal de fumée, va nous permettre de faire un appel à un bateau qui passe. Et s'il y a de la fumée, il y a des gens qui vont venir et nous sauver. Mais tous les enfants ne pensent pas à ça. Pourquoi? Parce que faire du feu, c'est plate. Ils raisonnent comme des enfants tout le long. Mais Ralph, qui lui est l'adulte, essaye de s'inspirer des meilleurs codes des collèges anglais. Il essaie de s'inspirer des traditions anglaises pour élire un chef. Il essaie de s'inspirer des traditions anglaises aussi pour que son groupe fonctionne bien, que tout le monde s'entende bien, que chacun ait des tâches prédéfinies. Bref, il essaie d'asseoir son autorité sans nécessairement avoir des problèmes. Je veux dire, il n'est pas tyrannique ou quoi que ce soit, mais à un moment, Jack, qui lui est jaloux puis qui voit ça comme il faut chasser et survivre, ben, ce que Ralph lui reproche, c'est tu veux même pas qu'on s'en aille d'ici. La seule chose que tu veux, c'est... Oui, t'es vraiment proche. La seule chose que tu veux, c'est chasser. Pourquoi? Je veux dire quoi? Tu penses qu'on pourra jamais s'en aller d'ici? Tu réalises pas qu'il y a un temps limite à ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment là qu'elle est la discussion. Personnellement, je trouve ce livre-là absolument génial. Et il y a un des enfants qui est gros puis qui se fait tout le temps intimider comme si c'était à l'école. Sans raison. On refuse de l'écouter. Ah, t'es gros, on s'en fout de ton opinion, tu dis que de la merde. Alors que c'est le seul enfant qui est raisonné. Elle te laisse pas faire, elle est là en ce moment. Elle est en train de ramasser des points. Mais... des PX. Mais non, tout le long du roman, on écœure le gros puis on refuse de l'écouter parler. Pourquoi? Parce que, crime, on ne l'apprécie pas, c'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Ce qu'on dit, c'est non, mais ce que tu dis, c'est de la merde. Ce que tu dis, c'est vraiment de la merde. On veut rien savoir de ce que tu nous dis en ce moment, etc. T'es un gros, ton opinion compte pas. On se comporte avec lui comme s'ils étaient encore dans une petite école, dans une cour d'école où tu peux écœurer les gens à cause qu'ils sont différents. Mais là, ils sont sur une île, puis ils ont rien pour survivre. Ils n'ont pas de bouffe. Il faut qu'ils la trouvent eux autres mêmes. Ils cherchent des petits cochons sur l'île, ils n'arrivent pas à en trouver. Il y a un sanglier sur l'île. Je suis fine, tu te rapproches. Ouais. Et finalement, donc, et d'ailleurs, j'ai noté ça ici. Le personnage de Porcinet est l'incarnation même de la discrimination au sein de la société anglaise et cela saute aux yeux quand les enfants essaient d'adopter des règles et de se discipliner. Par exemple, ils choisissent de faire du conque un instrument de droit de parole. Donc, il y a un conque, puis si tu le tiens dans les mains, tu as le droit de parler.
Donc, mais lorsque c'est Porcinet qui le prend, tout le monde lui dit de se taire parce qu'il est rabat-joie, alors qu'il a souvent de bonnes idées. On le discrimine parce qu'il est gros, comme on le ferait dans une école. Les petits tisans se baladent et jouent sans se soucier du reste. Ils sont dans le moment présent et n'ont aucune conscience de leur naïveté, ni de la merde dans laquelle ils sont. La seule émotion qui les calme est la peur, comme de vrais enfants. Eh oui, comme de vrais enfants, le seul moyen de les avoir, c'est de leur faire peur. Ça fait 2 ans, je te laisse pas de chance. Eh oui. Qui sait? On va peut-être devoir changer mes affaires un peu plus tard dans ta commande. Finalement, l'histoire se conclut par un putsch, en fait. Vraiment par un putsch où ce que Jack, qui lui est vraiment pro-chasse, etc., essaye de renverser Ralph en recrutant des enfants, etc. Et il va vraiment les transformer en sauvages. Et finalement, il va y avoir une espèce de combat, une opposition qui va se faire. Il y a un des jeunes qui se met à torturer les autres. Bref, ça devient un monde extrêmement cruel. Sauf que Chris, c'est des enfants de 6 à 12 ans qui font ça. Ce qui est le plus monstrueux, c'est qu'ils le font. Mais ils font pas parce qu'ils sont cruels. Ils le font parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça qui est complètement capoté. Bref, c'est vraiment une dystopie qui est hyper choquante. Personnellement, je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette dystopie-là. Ça a été un choc de lire ça. C'est un très très bon livre, puis c'est très court en fait. Puis c'est une excellente réflexion sur la nature humaine en général. À quel point elle peut ressortir et revenir au galop quand on est exposé à des moments où on doit survivre, quand on est exposé à la colère, à la peur, etc. Quand il n'y a pas de discipline pour nous tempérer. Bref, qu'est-ce qu'on deviendrait si on se laissait aller à nos plus bas instincts? Le livre répond à cette question-là de façon très claire. Et l'auteur a étudié en philosophie et ça se voit. Donc, et en plus, tout le long, ils ont peur d'un monstre. Les enfants disent, il y a un monstre sur l'île, il y a un monstre, il y a un monstre. Quand tu découvres l'identité du monstre, tu te dis, c'est tellement enfant. C'est tellement enfant. Je peux pas en dire plus, parce que ça révélerait un punch important, parce que je pense que c'est le livre que je recommande le plus ce mois-ci, se dit en passant. Ça révélera un punch important, mais quand tu le vois, tu te dis, mon Dieu, mais c'est tellement enfant. À chaque fois que tu lis quelque chose, tu te dis, c'est tellement enfant. L'auteur a réussi à faire en sorte que ses protagonistes, ses personnages, soient des enfants. Qu'on y croit. Tu sais, ça arrive souvent qu'on lit des histoires avec des protagonistes qui sont des enfants ou des adolescents, mais tu sais, qui sont beaucoup trop intelligents pour raisonner comme des... Beaucoup trop intelligents puis qui ont l'air d'être des adultes. Puis genre, le seul moyen de te rappeler que c'est des enfants, c'est qu'on te mentionne leur âge, etc. Mais là, jamais on a besoin de te rappeler ils ont quel âge. Jamais on a besoin de te rappeler que c'est des enfants. C'est des enfants, tu le sais depuis le début, ils ont quel âge, on te le dit une fois, puis tout le long du roman, tu t'en souviens, parce qu'ils résonnent comme des enfants, puis c'est ça qui est le plus effrayant dans le livre. Donc la narration, comme je disais, c'est une dystopie qui pousse à l'extrême les agissements des enfants comme si c'était des adultes qui voulaient construire une société. Il y a quelque chose qui saute aux yeux dès les 40 premières pages, c'est qu'on a l'impression que c'est des enfants, ça je l'ai dit. Donc, l'auteur n'a même pas besoin de dire qu'il parle de manière indisciplinée, tu le ressens tout le long. T'as même pas besoin de le préciser. Donc, ah oui, c'est vrai, puis j'avais un extrait de page 40 pour vous l'illustrer, justement, par rapport à ça. Je vous lis un extrait, ok? Je vais commencer peut-être au début de la phrase de la page 39. Ok. Nous sommes dans une île, nous avons atteint le sommet de la montagne et vu de l'eau tout autour. Il n'y avait pas de maison, pas de fumée, pas de traces de pas, pas de bateau et pas de gens. C'est une île déserte. Ça, c'est Ralph qui dit ça, celui qui est devenu chef. Jack l'interrompit. Malgré ça, il nous faut une armée pour la chasse aux cochons sauvages. Oui, on en a vu dans l'île. Tous les trois à la fois essayèrent d'exprimer ce qu'ils avaient ressenti devant ce morceau de chair rose et vivante qui se débattait dans les lianes. On a vu, il criait, il s'est sauvé. Ah, j'ai pas le temps de le tuer, mais la prochaine fois. Et Jack planta son couteau dans un tronc et lança un regard de défi à la ronde. La réunion reprit son cours. Alors vous comprenez, expliqua Ralph, on a besoin de chasseurs pour rapporter de la viande et d'autres choses encore. Il posa la conque sur ses genoux et couvrit d'un regard circulaire les visages marbrés de soleil. Il n'y a pas de grandes personnes, il faudra se débrouiller tout seul. Ils disent jamais le mot adulte, ils disent des grandes personnes. Donc, un murmure s'éleva et se tut. Autre chose encore, tout le monde ne doit pas parler à la fois, il faudra lever le doigt comme en classe. Il éleva la conque en hauteur de son visage et regarda son ouverture. Et je passerai la conque à celui qui voudra parler. Qu'est-ce que c'est, conque? C'est comme ça qu'on appelle ce coquillage. Je donnerai la conque à qui voudra parler et il la tiendra. Mais, écoute, et personne ne devra l'interrompre, sauf moi. Jack bondit sur ses pieds. On aura des règlements, s'écria-t-il avec enthousiasme. Des tas de règlements, alors ceux qui désobéiront... C'est tout le temps ça. Genre, il y a des bruits. On dirait une classe d'enfants de première année maternelle qui sont incapables de rester assis en silence et d'écouter, à moins qu'il y ait une énorme autorité sur eux autres, que tu leur fasses peur. Puis c'est ça. D'ailleurs, les seuls moments où ça dit c'est le silence total, c'est quand Ralph ou Jack leur fait peur puis qu'ils demandent le silence. Aussi simple que ça. Le livre a été écrit dans les années 50.
une époque où la guerre froide faisait rage et donc qu'une troisième guerre mondiale n'était pas du tout à prendre à la légère. C'était totalement possible que ça finisse par arriver. La guerre de Corée vient tout juste de finir, puis 2 ans plus tard, ben là, il va y avoir la Tunisie et le Maroc qui vont avoir leur indépendance au moment où le livre est écrit. Donc, on est sur la fin, on est dans les années 50 à cette époque-là, et on est dans un contexte où le choix du corps n'est vraiment pas anodin. D'abord, l'auteur est enseignant de philosophie, il a travaillé dans la marine, et il a participé au débarquement de Normandie en tant que soldat. Il connaît ses affaires, il sait de quoi il parle. Il a vu de la violence, puis ça l'a amené à s'interroger justement sur la nature humaine pendant la guerre. Et bien entendu, la raison pour laquelle l'avion échoue et les enfants doivent s'en aller, c'est à cause d'une catastrophe nucléaire. Donc il y a aussi une réflexion cachée sur le nucléaire derrière ça. Aujourd'hui, bien entendu, on enseigne un peu plus sur le sujet, mais dans les années 50, là, où ce que la bombe atomique venait juste d'être droppée sur Nagasaki puis Hiroshima, il y a encore beaucoup de questions sur le sujet. Et finalement aussi, anecdote intéressante, Sa Majesté des Mouches, en anglais, le titre du livre c'est Lord of the Flies. Mais Lord of the Flies, en fait, c'est le nom du diable Belzébuth, le nom de Belzébuth dans la mythologie hébraïque. C'est de même qu'on l'appelle, le Seigneur des Mouches, donc la Majesté des Mouches, Lord of the Flies. Donc, on parle du diable qui se serait emparé des enfants, qui se sont détournés des voies de l'éducation traditionnelle. Donc, il y a un petit message à connotation chrétienne, peut-être là-dedans. La raison pour laquelle les enfants se comportent, c'est parce que c'est mal, c'est parce que c'est une volonté du démon. Donc, il y a un petit message caché derrière ça. Mais outre cela, le livre est excellent, c'est une excellente réflexion. Puis, en vrai, tu sais, je veux dire, il y a pas, ben, tu sais, faut pas le lire pour une grosse intrigue avec des rebondissements, etc. Il y en a pas vraiment. Le but de ce livre-là, c'est de faire un voyage réflexif. Et je le recommande. C'est un livre qui se lit très rapidement. 249 pages, c'est très très rapide. Donc, c'est un petit livre comparé à tout ce que j'ai lu avant, que ça en comptait 400, 600 en montant. Donc, très très chaude recommandation. Je vous suggère de le mettre dans votre pile à lire très très rapidement. Donc voilà. Et maintenant, le petit dernier pour ce mois-ci, c'est Ceux de là-bas de Patrick Sénécal. Donc j'étais dû pour un Patrick Sénécal. Le dernier en date que j'avais lu, c'était L'autre reflet. Donc maintenant, on y arrive avec celui-là. Puis la prochaine fois, ben, ça en sera un autre. Donc, à l'aube de la cinquantaine, Victor Bétanier est psychologue auprès des étudiants du cégep de Drummondville. En excellente forme physique, c'est toujours à pied qu'il se rend au boulot ou au CHSLD, afin de rendre visite à son père Philippe, aux prises avec l'Alzheimer, et de soutenir sa mère Thérèse continuellement au chevet de son mari. Or, de voir dépérir son père perturbe Victor, lui qui a vécu il y a 2 ans le décès accidentel de Roxane, son amoureuse, et dont la peur de la mort s'amplifie en vieillissant. Mais comme il le confie souvent à sa meilleure amie Lucie, Victor se sait capable de surmonter ses angoisses et tout cela n'empêche pas de vivre sa vie ni même de chercher une nouvelle âme sœur. Mais ce soir, sa rencontre avec une flamme potentielle ne s'est pas très bien déroulée. Et plutôt que de revenir chez lui, Victor décide sur un coup de tête qu'il va amèrement regretter, quelques heures plus tard, d'assister à la première du nouveau spectacle de Crypto, un jeune hypnotiseur qui aime fouiller, paraît-il, dans les zones sombres de l'humain. Donc, ce livre-là m'a été présenté comme étant un livre beaucoup plus fantastique, plus un thriller qu'un livre policier. Parce que Patrick Sénécal, à partir du livre Le Vide, commence à écrire beaucoup plus souvent des romans policiers et moins des romans fantastiques, si je peux le dire ainsi. Donc là, il y a des choses qui changent par rapport à ça. Mais là, il retourne un petit peu à son ancienne école. Cependant, le livre reste policier. Donc s'il y en a qui se font vendre le livre en disant « Ah, c'est un livre fantastique, plus dans le vieux Patrick Sénécal », non. Ce livre-là, c'est clairement un roman policier, pas de police. C'est aussi simple que ça. Parce que les enquêteurs, c'est Victor Bétanier et le chum de Crypto. Parce qu'il va se passer un événement, donc, après le spectacle d'hypnose, bien entendu, la 4e de couverture nous le dit. Et oui, c'est vrai, il y a eu Malface aussi, qui était dans le fantastique, c'est vrai. Il y a eu Malface. C'est un fait. Donc, Ceux de là-bas... Pardon. Donc, Ceux de là-bas, c'est un livre, donc, qui est, oui, à connotation fantastique, mais c'est surtout un roman policier, pas de police. Genre, vraiment. On va avoir Victor Bétanier et Arnaud, le chum de Crypto. Parce qu'après le spectacle d'hypnose, il va se passer un événement, bien entendu, qui va entraîner beaucoup de problématiques. Et, étant donné que les enregistrements ont été perdus et qu'il y a eu des problèmes pour retrouver comment Crypto a programmé pendant l'hypnose le personnage de Victor, eh bien, Arnaud va essayer de faire enquête là-dessus. Puis vu que c'est un expert en cybersécurité, ben lui, il va essayer de craquer plein d'affaires, de trouver des caméras, des téléphones cellulaires, etc. Bref, plein de choses qui vont faire en sorte que finalement, ils vont finir par découvrir qu'est-ce qui s'est passé, comment ils vont faire, etc. Bon, on suit l'enquête tout le long. Mais le livre, en fait, c'est un roman, je dirais, d'attente.
Genre, pour vrai, t'obtiens les informations au compte-gouttes, mais toujours de la même façon. Il y a un cellulaire qui est craqué, hop, nouvelle information. Hey, salut, il y a un nouveau cellulaire qui est craqué, nouvelle information. Et tout le long du livre, ceux de là-bas, ça va être les interactions principales de Victor Bethany avec la mort, si on peut le dire ainsi. Donc, tout le long du récit, on va enchaîner les découvertes par téléphone cellulaire et les manifestations des personnes décédées que Victor peut voir depuis, justement, son hypnose. Et qui entraîne aussi, bien entendu, un autre effet. Mais je ne vous en dirai pas plus, parce que, ben voilà. Je pense que ça vaut la peine de le lire. Parce que le livre, en fait, il faut pas... Même s'il n'est pas très riche en rebondissements, puis que la narration est relativement facile, le ressenti que j'en ai est très simple, ok? Je vais vous lire ce que j'en ai écrit. Qu'est-ce que j'aurais pu changer? Si j'avais été là, j'aurais pu agir. Pourquoi j'ai survécu, moi? Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Et toutes les réponses que le livre fournit en plus avec ça. Puis si je mourrais maintenant, ou demain, ou n'importe quand de manière inattendue, l'enfer et le paradis, est-ce que ça existe? Bref, ça, c'est toutes des questions qui sont présentées dans le livre sur la mort. Donc, le livre traite de la peur de la mort. C'est vraiment ça la thématique centrale. Et Patrick Sénécal a avoué lui-même en entrevue que c'était les questions qu'il se posait lui-même et qu'il a décidé de transposer en roman en trouvant un concept intéressant, puis en voulant justement intégrer un aspect de cybersécurité, parce que ça va être beaucoup question de ça, puis il a consulté des professionnels pour en savoir plus sur comment ça fonctionnait. Donc c'est très bien recherché, puis c'est très intéressant d'en apprendre un peu sur le sujet. Il n'y a pas de technique de piratage, malheureusement, mais il y a des petites choses qui sont mentionnées, qui sont intéressantes à découvrir, comme par exemple qu'il y a des sacs et des matériaux particuliers qui empêchent les ondes de passer, puis qui sont souvent utilisés. Il y a un nom pour ça, c'est une cache de quelque chose, mais je ne sais plus le nom exact. Et Victor, c'est un personnage qui est très très sceptique puis très cynique par rapport à la mort en général. Tu sais, par exemple, ça commence au début avec une séance enregistrée de voyance. Il croit pas à ça, pas en tout, c'est hyper sceptique. L'hypnose, c'est rien que du bullshit. Il croit pas à ça. Il est convaincu d'être protégé par l'hypnose. Finalement, ce sera pas le cas, pas en tout. Vous allez savoir en lisant le livre. Donc, une cage de Faraday. Merci, cage de Faraday, exactement. C'est une cage de Faraday. Donc, bien important. Donc, il va avoir des rencontres avec un jeune aussi qui ne voit pas l'utilité de la vie puis qui va l'amener à se poser d'autres questions parce que c'est un psychologue de cégep. Bref, tout le livre, en fait, c'est un personnage qui se pose des questions sur la mort, qui peut en voir, puis qui se demande qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il puisse les voir. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la séance de l'hypnose pour qu'il puisse voir ça. Une cage de Faraday. C'est la forteresse maudite de Faraday. Donc, c'est à peu près ça ici. Donc, la date ne finit pas très bien, comme c'était dit dans la quatrième de couverture. Et tout le long du livre, ça va être ça. Puis finalement, il va prendre une décision à la fin qui va lui permettre, avec un prix très lourd, de se débarrasser de cette hypnose-là de façon définitive, si on peut le dire ainsi. Et c'est ça qui est ça, en fait. Je vous en dirai pas plus. Je peux pas vraiment en dire plus sans spoiler, par exemple. Moi, je pense que c'est vraiment un très bon livre. Donc, c'est une narration à la première personne. Donc, c'est vraiment, on suit les pensées de Victor Bethany en tant que personnage principal. On suit ses questions. Et c'est d'ailleurs le style de prédilection de Patrick Sénécal. Tu as toujours un narrateur, personnage principal, dont on suit les pensées, puis qui voit le monde évoluer autour de lui. C'est vraiment son style de prédilection. Là-dessus, ça change pas des habitudes. Donc, comme il disait, Patrick Sénécal s'inspire de sa propre peur de la mort pour son roman. Il dit en entrevue que ce sont ses propres questions qui sont présentées dans le roman, puis que sa peur découle de la peur de l'inconnu d'après la mort. Donc, on retourne aux sources, vraiment, de Patrick Sénécal. Il va y avoir des questions de religion, d'expérience de mort imminente, de métaphysique, d'ambiance de réflexion. Puis il va y avoir une ambiance de réflexion très lourde aussi. Donc, c'est un roman d'ambiance plutôt qu'un roman d'action. C'est vraiment de même qu'il faut le prendre. Donc, si vous êtes du genre à aimer les romans d'action, justement. Merci Adèle pour le follow. Donc, si vous êtes du genre à aimer les romans d'action uniquement, ce livre-là n'est pas fait pour vous autres. Mais pas du tout. Mais si vous aimez les romans d'ambiance avec des réflexions, puis que ces réflexions-là vous amènent vous-même à réfléchir, puis que c'est ça que vous faites, si vous aimez juste ça, en fait, carrément, réfléchir en lisant, ben c'est vraiment fait pour vous. Je trouve que c'est le roman qui réussit le mieux. Parce que souvent dans les livres de Patrick Sénécal, il y a beaucoup de critiques sociales qui s'insèrent par-ci par-là de temps en temps, mais en soi, le livre en lui-même n'est pas toujours une réflexion complète sur une question. Là, pour la première fois, on a vraiment un livre qui est une réflexion complète sur une question particulière par rapport à la mort. Donc de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Puis oui, en effet, ça fait un bout que Snipeflex est là. Quand même un bon petit bout de temps. Donc, puis il y a beaucoup de références aussi aux enquêtes des policiers, à leur méthode d'enquête. Bref, c'est un roman qui est recherché, puis qui est réfléchi. Si c'est ton délire, tu vas l'adorer. Vraiment.
Je pourrais pas dire que c'est mon Patrick Sénécal préféré, mais je trouve qu'il a une distinction par rapport à tous ceux que j'ai lus qui méritent d'être soulignés puis d'être comprises. Et surtout d'être lus, bien entendu. Donc, toutes ces questions-là, tout le monde se les pose à un moment ou à un autre. Puis justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as plein de points de vue. Tu as un personnage qui est très très scientifique. Genre, non, après la mort, voici ce qui se passe, blablabla, etc. Tu as les gens voyants qui croient au paradis puis à l'enfer. En fait, chaque personne que Victor va voir être mort vont lui apparaître, mais ils vont lui apparaître de manière à exprimer leur peur par rapport à la mort avant. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais je vais vous donner peut-être un exemple. Il y a un personnage à un moment donné qui meurt, et Victor peut le voir. Sauf que tout le long de sa vie, ce personnage-là, il avait peur d'aller en enfer parce qu'il avait fait une erreur monumentale dans sa vie, qui était selon lui absolument terrible, absolument pécheresse, puis anti-religion. Et Victor va le voir subir le tourment dont qu'il avait eu peur de subir durant toute sa vie, alors même que Victor ne savait même pas cette histoire-là à propos du personnage. Donc, c'est même pas genre une hallucination qui lui vient de connaissances qu'il avait. Non. Il voit ce que les gens avaient peur qu'il leur arrive à leur mort. Tout simplement. Fait que si par exemple, il y a un personnage à un moment donné qui dit moi j'ai peur que après la vie, notre esprit reste enfermé à l'endroit où on est mort, il va le voir de même. Moi je pense qu'on s'en va au paradis, l'âme est sereine, hop, on y va. Ou moi je pense qu'on revient hanter l'endroit où on habitait quand on était, hop, voilà, exactement. Donc, des choses comme ça. Fait que Victor, il peut voir ces morts-là, puis il peut les entendre, il peut leur parler, etc. Mais les autres ne peuvent pas le voir. Puis lui, il a un peu l'air d'un schizophrène quand ça arrive. Donc, toutes ces réflexions-là sont intéressantes, puis ça amène plusieurs points de vue sur qu'est-ce qui se passe après. Puis évidemment, on adhère peut-être plus à un point de vue plus qu'à un autre. C'est normal, on a toutes des croyances en tant qu'individu. Mais chacune d'entre elles est une réflexion pertinente qui nous permet de voir tous les côtés de la médaille, toutes les façons de voir les choses, puis de donner pas une réponse, je dirais. Ça ne prétend pas donner une réponse à ce qu'il y a après, mais donner des réponses, si je peux le dire ainsi. Des réponses potentielles, des réflexions, mais qui au final reflètent à un point qui est très important. La raison pour laquelle on ressent le besoin de savoir ce qu'il y a après la mort, c'est parce qu'on a peur de l'inconnu, puis que l'inconnu, malheureusement, c'est la réalité qui nous attend. On a toute peur de l'inconnu en général, et vu qu'on ne sait absolument pas ce qu'il y a après la mort, ça va être beaucoup plus facile de s'accrocher à une croyance au moment où la peur vient se manifester, ou de ne tout simplement jamais y penser pour éviter d'avoir à faire ce chemin-là. Malheureusement, ça a ses impacts. Bien entendu, mieux vaut toujours être serein par rapport à la mort, quitte à avoir une croyance erronée. Dans ce cas-ci, c'est un peu ce qu'on nous dit, si je peux le dire ainsi. Donc, le roman est très bon. Si vous aviez à lire un Patrick Sénécal, par exemple, pour vous dire, moi, je veux découvrir un peu Patrick Sénécal, c'est quoi son style de roman, c'est pas avec ça que vous allez le découvrir réellement. Pas vraiment avec celui-là, parce que ce roman-là vraiment détonne de tout ce qu'il fait d'habitude. Moi, si j'avais à recommander 2 livres de Patrick Sénécal, chacun dans leur style particulier, ce serait 51-50 rue des Ormes puis Le Vide. Ce seraient les 2 romans qui se rapprochent le plus des 2 styles classiques que Sénécal fait. Donc ça, ce serait mon point bien important. Fait que le livre, par exemple, je le recommande quand même. Ça reste une très bonne lecture en elle-même. Mais si tu le lis parce que tu veux un roman d'action ou tu veux connaître Patrick Sénécal, comment il écrit, comment il fonctionne, c'est peut-être pas le meilleur roman, par exemple. Là, il y aurait d'autres choix qui seraient beaucoup plus judicieux. Notons que celui-ci est lié fortement au livre précédent, Il y aura des morts, et aussi à Oniria. Il y aura des morts est sorti après. 51-50, je le trouve vraiment mieux en livre sur certains points. Je le trouve vraiment mieux. Mais la différence principale, c'est que dans le livre, Yannick écrit ce qu'il vit, tandis que dans le film, il filme. Pour des raisons évidentes de facilité scénaristique, etc. Mais sinon, outre cela, moi j'ai trouvé qu'en livre, c'était un peu mieux. Il y a peut-être un petit point que j'ai préféré au film, c'est qu'il y a un personnage qui se fait tuer pour des raisons peut-être un petit peu plus graves, beaucoup plus graves que celles dans le livre. Parce que c'est pas le même personnage à qui ça arrive. Mais bon, voilà. Non, il y aura est sorti avant. Et à chaque fois que je le vois sur le... Parce que si j'ai pas lu, il y aura des morts. Un petit peu. Y a-tu un... J'arrête pas de regarder sur Wikipédia, là, puis à chaque fois, je le vois tout le temps. Ouais, il est sorti tel... Il y a des films... Oui, il y a quelques films de Patrick Sénécal. Je vais aller sur la page Wikipédia, là. Mais... Ah, c'est ça, ok. J'ai contredit en version anglaise à la maison. Nice. Ok. Attends, après L.com, ok. On a les Malfaces. On a eu Fin, je l'ai lu. Il y a L'autre reflet.
Puis il y aura des... Ah, crif, ils l'ont changé. Attends, non, c'est pas vrai. Ils l'ont... Hein? Attends un peu. 2015, 2016, 2017. Crif, oui, t'as raison. T'as raison, parce que quand j'avais été consulté la page Wikipédia, les deux étaient inversés. Ceux de là-bas étaient sortis avant. C'était vraiment bizarre. Mais en tout cas, bref, c'est pas grave. Je lirai Il y aura des morts la prochaine fois. C'est pas plus grave que ça. S'il y a un lien entre les deux, je vais le trouver assez vite. Là. J'aurais peut-être... Il y a peut-être des choses qui m'auraient sauté plus au visage si je l'avais lu en premier. Mais bon, je pensais être rendu à cela dans l'autre. Je vais aller changer de place dans ma bibliothèque pour être sûr de pas me tromper. Donc... Puis pour les garder dans le bon ordre. Mais en effet, sur la page Wikipédia, la dernière fois que j'avais passé, il avait mis ceux de là-bas en premier. Bon, bref, fait que c'était les 5 romans que j'avais lus pendant ce mois-ci. Donc le mois de juin, ben lui, en fait, je vais en lire d'autres. Mais pendant l'été, je vous le dis d'avance, le dernier moment des lectures du mois, ça va être le premier lundi de juillet. Après ça, pendant tout l'été, j'en aurai pas avant le premier lundi de septembre pour une raison très simple, c'est que je vais lire le Comte de Monte Cristo pendant l'été. Et vu que c'est très long, ben je vais prendre l'été pour le lire au complet. Et probablement que je vais avoir un roman aussi sur Barack Obama. C'est plus que 2000 pages, le Comte de Monte Cristo. Donc, c'est du lourd. Donc, je vais prendre l'été pour le lire vu qu'il risque d'être très très long. Puis je voudrais pas faire un live de lecture juste sur un livre, parce que ça va sûrement me prendre un mois entier le lire au complet, vu que c'est très long. Donc je vais en profiter pour faire de l'été pour faire ça, puis de mes congés, ça me prendrait 3 ans. Ouais, c'est ça, moi j'ai l'avantage de lire très vite, puis de lire beaucoup. C'est par exemple, là, le premier livre que j'ai commencé de Charles Dickens, en 2 jours, j'ai lu 500 pages. D'ailleurs, parler de livres en film, ça me fait penser, j'ai jamais écouté Aurélie Laflamme, puis j'ai jamais fini les livres non plus. Bon, c'est pas trop le même genre. En effet, c'est pas le même genre que du Patrick Sénécal. C'est un fait. Bon. Que pour le mois prochain, donc, comme vous l'avez lu, j'ai déjà commencé le livre, là, on est quand même à 5 jours. Charles Dickens, Les Aventures d'Oliver Twist, puis je vous le dis, et Seigneur, là, pour vrai, là, ça, là, c'est un méchant gros morceau. Un méchant gros morceau. Je crois qu'en ce moment, il est en train de rentrer dans mon top 3. Il a devancé L'Homme qui rit que j'avais mis dans mon top 3, avec Les Fleurs pour Algernon et Frankenstein. Lui, il est en train de devancer L'Homme qui rit, puis solide. Vous allez comprendre pourquoi. Mais je vous le dis, ce livre-là a inspiré le film Oliver et compagnie de Disney. Mais si vous avez juste vu Oliver et compagnie, c'est un petit film de petit poney, sincèrement. Ce qui se passe là-dedans, c'est d'une injustice et d'une horribilité, mais à crever. Donc, mais je vais vous en parler la prochaine fois, mais je vous le dis, c'est un méchant gros morceau, ce livre-là. Puis j'ai eu beaucoup d'émotions en le lisant. Ensuite, comme je t'avais promis, I'm a Brawler, hop, tu vas être content. La suite de Jurassic Park, Un monde perdu de Michael Crichton. Donc, la dernière fois, j'avais lu Jurassic Park, puis ça avait titillé la curiosité. Ben là, on va lire la suite pour la prochaine fois. Donc, et voilà. Ensuite, un petit classique, un livre très court. Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes. C'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque qui appartenait à mon ancienne belle-mère, puis elle m'a légué je sais pas combien de livres après sa séparation avec mon père. Donc, ben voilà. J'irai cracher sur vos tombes, je vais le lire. C'est un classique, du Boris Vian, c'est très connu. Puis c'est très court, en fait, il y a quoi, bon, 200 pages, mais c'est écrit relativement gros. Pour vrai, en très peu de temps, et ça va être terminé. Ensuite, un gros classique aussi, encore une fois, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc ça, j'en ai jamais lu de Margaret Atwood, mais j'ai eu des très bons commentaires sur le sujet. Ici, on a une édition avec l'image de l'actrice de la série, mais je vais lire ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne, si c'est bon ou non. Donc, il va y avoir ça. Ensuite, un livre politique, parce que ça m'en prend bien un. Des idées pour débloquer le Québec, comment briser le triangle de l'immobilisme d'Adrien Pouliot. Je l'avais acheté à l'époque où j'étais au Parti conservateur du Québec, mais je ne l'avais jamais lu, en fait. Ça m'avait jamais donné de le lire, mais je l'avais acheté parce que je m'étais dit je vais le lire éventuellement. Puis, ben voilà, je vais me lancer là-dedans. Bien entendu, je risque d'avoir beaucoup de points de désaccord, mais ça va être intéressant de faire l'exercice quand même, puis de regarder qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça. Oui, chérie? Oui, je la prendrai après. Hein, tu t'en vas? Ok, ben je t'aime. Tu veux-tu faire un autre live, là? Je penserais pas. Parce que je suis pas venue à 11h. Je vais m'organiser pour ça. C'est bon? Salut, je t'aime. Donc, c'est beaucoup de livres, ça. Ben, en juin, ça va. Considérant que c'est la fin d'année, pour moi, c'est correct. T'sais, pendant l'été, si je m'étais embarqué dans autre chose que le Comte de Monte Cristo, j'en aurais lu vraiment plus. Vraiment plus, mais je prends le Comte de Monte Cristo et le livre sur Barack Obama pendant l'été, spécifiquement parce que c'est des très gros morceaux, puis je veux en avoir assez à dire sur le sujet. Mais
bon, on verra pour la suite, mais je vais revenir en septembre. Fait que là, c'est l'avant-dernier lecture du mois que je fais aujourd'hui. Donc, ça va faire ces 5 livres-là. Fait qu'on va avoir un livre politique et tout. Puis si j'ai de la place pour autre chose, ben, je rajouterai un autre livre, on verra. Puis je vous le dis aussi, j'économise mon argent pour acheter des livres à connotation religieuse. Dans le fond, acheter les livres qui ont créé des mouvements religieux plus ou moins compliqués. Donc, essayer de trouver le livre des Raéliens, de l'Église de Satan, l'Alliance de la Brebis, tout ça. Je vais faire un mois religion à un moment donné. Puis on va avoir beaucoup de choses à discuter aussi sur le sujet, bien entendu. Puis le podcast sur la politique, bien entendu, dans ce mois-ci, va porter sur ça également. Parce que j'ai prévu de faire ça à un moment donné, des mois thématiques sur le sujet. Pour l'instant, ça reste du séparé. Donc, ça ressemble à ça pour l'instant. Fait que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer en raid chez un streamer qui est de retour pour jouer un mauvais tour sur Twitch. Et qui s'appelle affectueusement Boshit, si il est toujours connecté. Oui, il l'est. Il joue à The Bigs, qui veut dire les gros. Voilà, super. Et sachez que la semaine prochaine, lundi, à 19h, ça va être le 2e podcast saignant. On va parler de cinéma d'horreur et on va parler de remake. Donc, on va avoir des invités qui vont nous présenter leur remake préféré. On va en discuter. Bref, ça va être super intéressant. Soyez là, 19h lundi, le 12 juin. Donc, lundi, la semaine prochaine. Ça va être un très beau moment. Et on va recevoir une auteure aussi de livres d'horreur qui va nous parler un petit peu de son livre aussi, que j'ai l'intention de lire éventuellement dans une lecture du mois. C'est un petit livre très simple, c'est de l'horreur pour enfants. Donc, en claquement de doigts, ça va être réglé. J'ai bien l'intention de vous en parler. Il faut juste que j'aille l'acheter, justement, à ce sujet-là. Et je vais lui offrir, bien entendu, ce témoignage-là, puis lui dire ce que j'en pense. Mais de ce que j'ai compris, ça va beaucoup ressembler au style de Coraline. Donc, lundi, tu as dit, oui, lundi à 19h. À tous les lundis du mois, je fais un podcast à 19h. Sauf celui sur les lectures qui est toujours à 18h, qui est le premier lundi du mois. Et s'il y a un 5e lundi dans le mois, ben là, je saute une journée par principe. Mais normalement, s'il y a 4 lundis dans le mois, les 4 fois, 18h pour le premier, puis 19h pour les 3 autres, tu me retrouves ici pour un podcast avec invité. Donc, je vais vous envoyer donc en raid rejoindre Boshit, évidemment. Fait que vous pouvez lui envoyer ce message-là dans son chat quand vous allez arriver. Fait que d'ici là, ben, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Pognez pas le COVID. Puis on va se revoir. Attendez un petit peu. Je m'en souviens plus. Non, je m'en souviens plus. Mon horaire. Où est-ce que t'es? J'ai oublié mon horaire. Ça va vraiment pas bien ma vie. Pas du tout. Attends un peu. Planning, news, etc. On se revoit mercredi à 18h et je vais faire un petit défi Batman et Robin. Parce que oui, on m'a dit que je devais jouer à ce jeu-là. Fait que je vais jouer à Batman et Robin sur PS1. Oui, le Batman et Robin que le joueur du grenier a fait. Je vais devoir me farcir ça pendant un live complet. Je déteste la personne qui m'a débloqué ça. Donc voilà. Fait que un petit olé mon ourson. Ciao ciao. À mercredi. Salut tout le monde. Bye bye.